Les Secrets de Loli, c'est une marque que j'ai commencé dans ma cuisine en 2009, alors que j'avais 25 ans, et un budget de 1 500 €. Quand j'ai investi les 1 500 € en 2009, ça s'est transformé le premier mois en 7 500. La première année, je crois que j'ai clôturé 150 000 €. Dès la deuxième année, je faisais déjà 450 000 €. Si ma vie privée ne m'a pas brisée, c'est certainement pas du business qui va le faire. Dans le livre, je raconte, moi qui, à 8 ans, garde le corps de ma grand-mère 24 heures pensant qu'elle dort alors qu'en fait elle est dans le coma. Je faisais du militantisme en disant tiens, il y a des alternatives au défrisage et je donnais des tracts dans ces magasins-là. Et on m'expulsait de ces magasins-là. Mon directeur commercial, il est allé, il y a quelqu'un qui le connaissait depuis 10 ans qui lui a dit mais qu'est-ce que tu fais dans cette boîte de noir? Je fais la crise de la cinquantaine. Il est rentré, il était blanc comme un linge. J'ai dit welcome into my world. Ta plus grosse année, c'était combien de chiffre d'affaires? L'année dernière, c'était 25 millions. Elle, c'est Kelly Massol. Abandonnée par sa mère à l'âge de 6 mois. À l'âge de 25 ans, elle crée son premier business, Les Secrets de Loli, qui va devenir une véritable success story, générer des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et faire de Kelly l'une des entrepreneuses les plus successful de France. En plus des Secrets de Loli, elle est aujourd'hui investisseuse et participe à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. On s'est donc posé pour retracer son parcours, obtenir ses meilleurs conseils et comprendre comment elle a réussi. Kelly, comment ça va? Ça va. Franchement, j'essaie de survivre à 2024. Alors, tu viens de m'en parler, tu as un livre qui sort prochainement, Boss Énergie, Ouais. Le pouvoir de croire en soi. Si tu devais résumer le message que tu as envie d'apporter à travers ce livre, pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, qui sont intéressées par ton parcours, ce que tu as fait, voilà, quel message tu as envie de transmettre à travers ça? En fait, on a tendance à croire que ça y est, j'ai réussi, je suis arrivée et que ça a été un long fleuve tranquille. Et l'histoire du livre, en fait, c'est de montrer que c'est un cheminement vers le succès, avec des sacrifices qu'il a fallu que je fasse, des décisions et parfois des moments vraiment flippants où j'étais vraiment sur le bord. Et c'est d'essayer d'amener les gens en se disant que juste en ayant cru en moi-même, donc en croyant en soi, on peut arriver loin, on peut arriver... Ouais, ça c'est important, je pense. Et si tu peux te présenter rapidement? Donc, je m'appelle Kelly Massol, j'ai 40 ans, je suis la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Les Secrets de Loli, c'est une marque que j'ai commencé dans ma cuisine en 2009, alors que j'avais 25 ans, et un budget de 1 500 €. Ok, et donc, comme tu le racontes dans ton livre, ça n'a pas été facile, etc. Est-ce que tu peux nous ramener un petit peu en arrière? Bien sûr. Avec les événements qui t'ont forgé et qui t'ont donné cette motivation de réussir par la suite? Déjà, j'ai été forgée à la naissance. Donc, moi, je suis née dans une famille qui était pauvre, parce que modeste, c'est pas assez. Donc, je suis née dans une famille assez pauvre. J'ai grandi donc dans le 9e arrondissement. J'ai été élevée par ma grand-mère et par mon oncle, parce que ma mère est partie chercher du lait et elle est jamais revenue. Elle est revenue 1 an plus tard avec mon petit frère dans les bras. Et donc, déjà, ça a commencé comme ça. Tu vois, on a commencé dans le dur direct. Et donc, il a fallu que je grandisse avec une figure maternelle et une figure paternelle, en fait, qui n'étaient pas mes parents à l'origine. Et puis ensuite, la vie m'a amenée de drame en drame, entre guillemets. Mais j'étais dans une sorte de bulle mentale qui fait que pour moi, tout le monde vivait comme ça. Moi, je pensais que la vie, c'était ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que si ma vie privée ne m'a pas brisée, c'est certainement pas du business qui va le faire. Tu vois. Donc, dans le livre, je raconte la mort de mon oncle, je raconte moi qui, à 8 ans, garde le corps de ma grand-mère en fait, pendant 24 heures, pensant qu'elle dort alors qu'en fait, elle est dans le coma. Je raconte, tu vois, tout ce cheminement qu'a fait en fait la femme que je suis, et tout le monde me dit ouais, on dirait un rock, la fille, elle est pleine d'énergie, ou on dirait que tout est facile, mais tout est facile parce que finalement, quand t'as mangé ta tartine de pain noir dans le privé, c'est pas le business qui va me faire flancher. Et à ce moment-là, quand tu es jeune et que tu passes à travers ces moments difficiles, c'est quoi qui t'aide à tenir, à pas partir en couille? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des enfances difficiles et en fait, ces traumatismes, ça va les pousser dans la mauvaise direction. Alors que toi, pas forcément. C'est quel moment justement difficile tu as réussi à surmonter et qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là pour pas partir dans la mauvaise direction? Déjà, je pense que j'ai eu une bonne éducation et surtout, mon oncle m'a éduquée un petit peu comme un personnage de Marvel. Donc moi, je suis fan de Marvel. C'était un rite qu'on avait avec lui. En fait, tu vois, il m'a fait grandir comme un super-héros en me disant, tu peux tout faire, tout réaliser. Tout ce que tu rêves, tu peux l'avoir si tu travailles, si tu mets ton énergie et si tu fais les choses à fond. Et donc, quand j'ai grandi, moi, je me suis toujours imaginée extrêmement riche, avec mon 4e mari, mes 5 enfants, des propriétés dans le monde entier. Et j'ai grandi dans cette bulle un petit peu fantasmagorique, en fait, tu vois. Sauf que je me suis vraiment mis au boulot et j'ai vraiment toujours cherché des solutions et à adapter, en fait, mon comportement. J'ai tendance à dire que je suis une
collectrice de monde, parce que à la fois, j'ai grandi dans un milieu pauvre, mais j'ai été dans des écoles, dans des quartiers riches, parce que j'habitais à la frontière. Et donc, en fait, moi, je suis vraiment le symbole, en fait, de ces deux mondes. C'est-à-dire que je savais ce qu'il était possible de vivre, alors que la différence avec beaucoup de personnes qui vivent dans des quartiers pauvres, c'est qu'ils ne savent pas ce qui existe. Tu ne sais pas ce que tu peux avoir. C'est pas un clip de rap avec des meufs à moitié à poil et une BM. Alors que quand tu vas chez les personnes qui ont vraiment de l'argent, là, tu te rends compte qu'il y a du personnel de maison, il y a des nounous, il y a des femmes de ménage, ils ont des résidences secondaires. Et là, tu te dis, et pourquoi pas moi, en fait? Et donc, moi, mes objectifs, ils n'ont pas été sur la richesse instantanée. Ils ont été sur créer, en fait, de la valeur et changer mon destin et celui de toute ma lignée, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'imagine que tu as dû un peu te débrouiller par toi-même, tu as dû être assez indépendante très tôt. C'est quoi les premières situations où justement tu as dû trouver des solutions un peu par toi-même et que tu as réussi à créer ces débrouillardises qui, je pense, t'a aidé par la suite? À 13 ans et demi, je suis allée aux services sociaux d'un hôpital dans le 93 et j'ai dit que je voulais être placée à l'aide sociale à l'enfance. Ma grand-mère était morte, ça faisait 3 ans à peine que je vivais avec ma mère, c'était une galère. Et donc, j'ai demandé à être placée en famille d'accueil. Donc, la première grosse décision au sujet de mon destin, ça a été là. Tu prends la décision que tes parents sont toxiques, que ta mère est toxique et qu'il faut que tu t'échappes de là. Il faut que tu te sauves, en fait. Et donc, les gens étaient choqués, ils ne comprenaient pas. Et finalement, j'ai été placée en famille d'accueil. Et ça a été vraiment le tournant de mon destin. J'ai pris mon destin en main. En fait, c'était en 3e. L'année du brevet, c'est là où j'ai pris mon destin en main. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux. Je mérite autre chose et je vaux mieux. Et donc j'ai été placée et là j'ai fait mes choix. J'ai fait mes choix donc pour le lycée, j'ai fait mes choix d'avoir mon propre appartement, etc., etc. Mes premiers boulots. Un autre choix aussi important, c'était de mettre un mouchoir sur mes rêves. À l'époque, je voulais être avocate. Et je me suis rendu compte que ma condition n'était pas idéale pour y arriver, tu vois. Tu dois payer tes factures, tu as un autre boulot, tu as un deuxième autre boulot, tu peux pas te concentrer sur tes études. Donc c'est là où j'ai fait le choix, en fait, de pas réaliser ce rêve-là, en me disant que je ferais autre chose et que je trouverais ma voie un peu plus tard. Et du coup, c'est comment de vivre dans une famille d'accueil? J'imagine que ça n'a pas dû d'être facile. Est-ce que t'as eu des apprentissages par rapport à ça et comment t'es passé à travers tout ça? Mais en fait, j'ai vu plusieurs prismes familiaux. J'ai été dans plusieurs familles d'accueil, donc autant j'ai été élevée à un moment par une femme seule, retraitée, qui était concentrée, qui était très douce et qui a installé le principe de confiance. Genre, elle te flique pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle te fait confiance. Et à partir du moment où tu fais confiance à quelqu'un, la personne ne veut pas briser ta confiance, donc ça se déroulait tout seul. Alors que moi, ma mère m'avait jamais fait confiance, tu vois. Donc déjà, j'ai vu ce que c'était qu'une relation de confiance. Ensuite, j'ai été dans des familles où il y avait d'autres enfants et j'ai vu la différence avec les autres enfants, que j'étais pas pareil non plus, tu vois. Et puis j'ai vu d'autres familles avec un modèle que j'ai détesté, du style la fille doit faire toutes les tâches ménagères, les petits mecs qui est placé comme moi, lui, il a les pieds sous la table, etc. J'ai dit mais jamais de la vie, tu vois. Donc j'ai un petit peu vu tout et surtout j'ai vu que chaque famille est différente. J'ai vu que y a pas un seul modèle de famille, en vrai de vrai. Il y a pas un seul modèle d'éducation. Mais la seule chose, en tout cas, où j'étais sûre, c'est que fallait que je tire les choses vers le haut. C'est-à-dire que eux, ils disaient le but c'est d'avoir un CDI ou autre, alors que moi, mon but c'était de devenir millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un prisme en fait qui est différent. Et en fonction de la famille dans laquelle tu vis, ton parcours il sera pas pareil parce que ça dépend de ce qu'on t'inculque dès le plus jeune âge. Et donc tu racontais juste avant que vu que tu allais à l'école dans les quartiers riches, tu côtoyais des familles qui étaient plus fortunées. Est-ce que tu as eu à des moments de ton parcours du coup des échanges peut-être avec des personnes de ces familles ou de ce milieu qui t'ont montré comment tu pouvais gagner plus d'argent plus tard, ou c'est juste que tu avais un peu cette vision à long terme que tu voulais gagner plus d'argent et tu savais pas vraiment comment faire au final? Je savais pas vraiment comment faire, mais j'écoutais et je voyais bien que tous ceux qui étaient de familles d'entrepreneurs avaient un niveau de vie confortable. Donc moi j'ai été au collège dans le 8e arrondissement,
collège Condorcet. J'ai été ensuite au lycée Molière dans le 16e arrondissement. Donc, j'étais avec des fils de présentateurs TV, journalistes ou des politiques, tu vois. Et donc, oui, quand t'es invité, en fait, c'est toi le petit mouton noir, hein, le mouton à 5 pattes, c'est toi. On se demande qu'est-ce que tu fais là. Mais finalement, avec le recul, moi, je me rappellerai toujours, j'avais une amie, son père, il était le journaliste automobile du Figaro. Donc, il avait des caisses, tu sais, il testait les Porsche. Là, tu te rends compte que, attends, ou bien tu vas chez quelqu'un d'autre et tu dis, je sonne où ? Tu sonnes pas, en fait, c'est tout l'hôtel particulier, tu vois ? Et là, tu te dis, attends, il y a vraiment des gens qui vivent comme ça ? Il y a vraiment des gens qui ont un immeuble entier ? Ok, et c'est là où tu te dis, non, là, c'est pas possible, moi, je veux ça. Donc, tu poses des questions. Tu vois un petit peu leur métier et puis finalement tu te rends compte que tu veux pas une vie classique, tu veux soit faire quelque chose par toi-même, soit en tout cas trouver la bonne place et le bon endroit pour pouvoir évoluer. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment où tu disais pourquoi pas moi, où en fait tu as réalisé que les personnes qui avaient beaucoup plus, au final elles n'avaient pas quelque chose de différent fondamentalement ? Oui. En fait, le truc, c'est que souvent, ces personnes-là me demandaient conseil. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je reçois des centaines et des centaines de DM de gens qui te demandent une solution ou comment t'as fait ou quelle est la méthode. Et des fois, je me dis, mais attends, t'as fait Bac+5, école de commerce, et c'est à moi qui viens du bas, autodidacte, que tu me demandes la formule magique, en fait. Toi, on t'a donné les clés, normalement, pour ouvrir la porte, tu vois. Moi, j'ai dû passer par la fenêtre. Donc, des fois, je prends du recul et je me dis, mais donc c'est moi aujourd'hui qui est arrivé par là, qui va te donner les clés. C'est incroyable, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que c'est une histoire de mindset aussi, énormément. C'est-à-dire que quand t'as pas peur du manque. Alors que quand t'as connu le manque, tu veux pas y retourner. Tu vois. Et ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à passer des nuits blanches, ça te pousse à ne pas accepter le non, tu vois. Il y a des gens, ils sont très polis, on leur dit non, ok, tu vois. Moi, c'est mort, faut que je trouve une solution. Je ne prends pas le non comme réponse, tu vois. C'est un truc, c'est pas possible. Je trouverai toujours une solution, je chercherai toujours à trouver une solution. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, si je dois monter jusqu'au président pour avoir ça, je le ferai, tu vois. Et je suis montée jusqu'au ministère, tu vois. Je pense que c'est une méthode de survie, hein, tu vois, c'est un instinct de survie qui fait que tu lâches jamais l'affaire, en fait. Et cette résilience-là, je pense que c'est pas tout le monde qui l'a, et c'est beaucoup de gens qui se sont, tu sais, les self-made people, tu vois, qui arrivent à trouver cette force-là. Donc, tu sais que tu as envie de faire de l'argent, etc. Quelle est la première fois que tu es un petit peu confronté au monde de l'entrepreneuriat, au fait d'essayer de gagner de l'argent par toi-même ? Le truc, c'est que l'histoire qui est belle dans Secret de Loli, c'est que c'est ma première boîte et elle a rencontré, entre guillemets, le succès. C'est-à-dire qu'elle n'a pas rencontré le succès d'un coup, comme ce que tu vois aujourd'hui. Mais dès le premier jour, j'ai fait du chiffre d'affaires. Dès la première année, j'ai clôturé positivement. Et chaque année, j'ai pris 100% de croissance. Donc, la première fois que j'ai fait de l'argent, entre guillemets, et que j'ai pu comparer que j'ai fait de l'argent, c'est quand j'étais à mon poste à la sécurité sociale, parce que je travaillais à la sécurité sociale, parce qu'on te dit qu'il te faut un CDI, un bon plan, le comité d'entreprise et l'appartement du 1% patronal. Tu vois, vraiment, je cochais toutes les cases du cliché, entre guillemets, antillais qu'on t'inculque. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Fonctionnaire, CDI, c'est la totale, tu vois. Donc, instinctivement, je suis allée vers ce process au début, tu vois. Donc, de mes 20 à mes 25, je me suis dit, je veux la bonne planque, je veux, tu sais, la vie carrée, tu vois. Et en fait, c'était déjà plus fort que moi, tu vois. Dès que j'avais une idée, ça pouvait se transformer en business. Ok. Par exemple, aujourd'hui, il y a une chaîne qui s'appelle L'Éclair de Génie. Moi, à l'époque, j'avais pensé à faire des pâtisseries qui faisaient que des éclairs. J'avais pensé à des pâtisseries qui faisaient, tu sais, du monoproduit, tu vois. Ouais. Et en fait, à chaque fois que j'avais une idée, elle pouvait se transformer en business. Et Secret de Loli, finalement, tu commences dans ta cuisine, tu fais des produits. En fait, au début, c'est pour s'amuser. Et puis après, tu te rends compte que tu peux faire du business. Et donc après, tu te rends compte que tu commences à vendre tes premiers produits et que tu fais plus d'argent que ton salaire. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait ? Donc au début, c'est sympa. Ça fait un peu de beurre dans les épinards, tu vois. Et puis finalement, tu te fais le double de ton salaire. Et là, tu te retrouves confronté à un problème, tu vois. Est-ce que tu fais le grand saut ? Ou est-ce que tu t'accroches en fait à ces vieilles bases et ces prisons mentales qu'on t'a quand même un petit peu inculquées, tu vois. Et j'ai fait le grand... Enfin, je le raconte dans le livre, tu vois. J'ai fait le grand saut un peu forcé
Mais une fois que les chevaux étaient lâchés, enfin, je veux dire, voilà. La première année, je crois que j'ai clôturé 150 000 €, alors que je fabriquais à la main et que j'avais fait que la moitié de l'année. Et dès la deuxième année, je faisais déjà 450 000 €. Wow. Et si on revient un petit peu en arrière, donc tu as ton petit poste, etc. Et comment te vient l'idée et qu'est-ce qui te pousse à vraiment essayer de la concrétiser à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, c'est que pendant mes 21 à mes 25 ans, j'étais complexée par moi-même, complexée par mes cheveux, complexée par mon corps. C'est vraiment, tu vois, tu grandis mentalement, tu vois. Et donc, à 20 ans, je me rappelle, je pleurais dans ma salle de bain en me disant, mais pourquoi j'ai ces cheveux-là? Pourquoi j'arrive pas à les coiffer? Pourquoi moi, je suis pas normale? Pourquoi les autres, elles ont toutes les cheveux lisses? C'était des perruques. Beyoncé nous a vendu du rêve pendant des années. C'était des perruques. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi moi, j'étais différente. Et ensuite, donc, je suis vraiment tombée dans la marmite des réseaux et des forums à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a Instagram, mais avant, c'était des forums. Et j'ai commencé à discuter avec d'autres personnes et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas seule à pas arriver à maîtriser mes cheveux, à pas arriver à me coiffer. Donc, j'avais créé un forum qui s'appelait Bouclé Coton, où à un moment, il y avait 15 000 nanas qui débattaient autour du cheveu crépus, bouclé, frisé, qui se donnaient des conseils, des astuces, etc. Et c'est là où j'ai appris à lire les compositions des produits. Quand je me suis rendu compte, en fait, que jamais ils ne changeront, en fait, les formules parce que, 1, ils gagnent de l'argent et 2, on l'achète, je me suis dit, je vais commencer à faire mes produits moi-même. Et donc, c'est de là, en fait, qu'est née l'idée. Parce qu'au début, c'était très égoïste. C'était pour moi, les filles du forum, les copines. Après, ça a été les collègues. Et puis, tout d'un coup, on tape à ta porte, on t'envoie des emails. Là, est-ce que moi aussi, tu vois? Et c'est là où j'ai ouvert mon site de e-commerce. Et pour pouvoir, en fait, continuer, entre guillemets, à fabriquer, ce que je faisais, c'était la moitié, en fait, des matières premières. Je les vendais brutes. Donc, en fait, je récupérais déjà mon amortissement de base. Et ensuite, l'autre moitié, tout ce que je vendais en produit fini, c'était que du bénéfice. Et donc, très vite, quand j'ai investi les 1 500 € en 2009, ça s'est transformé le premier mois en 7 500. Et là, je me suis dit, attends, l'argent, ça fait des petits. Je me rappelle, je suis allée voir une banquière, je dis, voilà, vous savez, l'argent appelle l'argent. Elle m'a regardée avec des yeux du style, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Je dis, si, l'argent appelle l'argent. Regardez, j'ai mis 1 500, ça se transforme en 7 500. Donc, prêtez-moi de l'argent. Marianne m'a dit, non, je crois pas. Alors, le fait qu'une banquière ne comprenne pas le principe que l'argent appelle l'argent, déjà, on a un souci. C'est leur métier, quoi. C'est censé être leur métier, tu vois. Ouais. Et c'est devenu un métier, si tu regardes bien. C'est plus des flics qu'autre chose, maintenant. Là, aujourd'hui, on te demande, tu prends ta carte, t'as une carte, enfin, ma carte, elle est noire, tu vois ce que je veux dire? On est là, on t'appelle, on te dit, est-ce que vous pouvez nous justifier des 10 000 € que vous avez retirés? Ouais, c'est mon argent, t'es pas sérieux, là. Pourquoi tu me donnes une carte noire avec un plafond illimité où je peux acheter une Ferrari, là, et derrière, tu me demandes de justifier les 10 000 €? Tu vois? Et en fait, aujourd'hui, il y a différents types de banquiers, et en fait, les gens, ils n'ont pas d'éducation financière. Et c'est ce qui manque, et c'est ce qui fait que les gens ne s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais du crédit revolving, il y a plein de gens qui vivent à crédit. On leur dit que le PEL, c'est à 2%, c'est génial, que le livret A à 1%, ça va les sauver, alors que tu sais très bien qu'aujourd'hui, entre le crédit lombard où les gens riches vivent sur du crédit et font des petits parce que leur argent il est placé, entre les actions, la bourse, les financements structurés, il y a plein de choses. En fait, il y a plein d'argent. Et les gens pensent que l'argent manque. En fait, l'argent, il est partout. Et à partir du moment où tu te fais ton éducation financière, et maintenant, ce qui est beau, c'est qu'on peut le faire sur Internet. Alors, je dis pas aller acheter de la crypto ou autre parce que ça peut être un danger de mettre toutes ces économies là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que l'entrepreneuriat est une voie de développement pour faire de l'argent. Et son argent, ensuite, il ne faut pas qu'il dorme. Il y a trop de gens, je parlais à une amie cette semaine, elle me disait, je crois qu'elle a en liquidité plus de 1 million qui dorment sur le compte. Je lui dis, tu les as placés quand même à 4%, minimum, juste si tu le veux dispo à 24 heures. Non. Et ça, on a encore des réflexes de pauvres. Moi, je me rappelle, je faisais des captures d'écran de mon compte en banque. La première fois où j'ai passé le million, tu vois. Ensuite, les 3. Et en fait, j'avais des réflexes, c'est-à-dire tous les matins, j'allais voir le compte. Ouais. Tu vois, pour savoir si l'argent était encore là. Est-ce que je m'attendais à faire autant d'argent? Non. Tu vois, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à situer le moment où tu vis bien du moment où tu deviens millionnaire. Mais être millionnaire, c'est pas être riche.
Être multimillionnaire, par contre, là, c'est un autre, tu vois, c'est une autre étape. Les gens, ils pensent qu'avec 1 million, ça va sauver leur vie. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est même pas le prix d'un appart à Paris. Ouais. Et donc, tu vas voir cette banquière et t'es à ce moment-là, t'as un peu l'effervescence du début. Comment ça se passe? Est-ce que t'as peur de faire des conneries? Est-ce que t'as peur que ça s'arrête? Est-ce que t'es stressé par le potentiel que ça peut avoir? Et comment tu fais pour continuer à faire croître cette boîte à ce moment-là? En fait, si tu veux, l'offre et la demande, c'était plutôt... J'arrivais pas à répondre à la demande. Ça, c'était une traînée de poudre, tu vois. Donc, d'un côté, j'avais la banque qui me dit, je comprends pas, il y a des shampoings au supermarché, on comprend pas ce que vous faites, de toute façon, on ne finance pas le stock. Et de l'autre côté, j'avais des gens qui me disaient, moi aussi j'en veux, tu vois. Donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché en 2012, j'ai pris les rênes, en fait, du bébé. Je me suis concentrée, en fait, sur Secret de Loli. Donc là, j'ai recruté une assistante de laboratoire, j'ai recruté un commercial en 2016. Et en fait, la boîte, on l'a fait grandir step by step en autofinancement. C'est ce qui fait que quand j'ai fait mon LBO en 2022, la boîte avait été aussi belle, en fait. Quelqu'un qui détient 100% de son capital et qui est vierge de dette, il n'y en a plus. Parce que le réflexe des startups aujourd'hui, c'est t'as même pas une idée sur le papier que déjà tu lèves, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que on a eu un switch? C'est un jour mon directeur général, il m'a dit: aujourd'hui, on est en train de babiller là pour des budgets à 500 ou 5 000 euros. Un jour, tu verras, ce sera 50 et après, ce sera 500. Et en fait, je garde les pieds sur terre parce que j'ai appris à gérer chaque étape de l'argent. Et en fait, j'ai compris que la profondeur de marché est telle que les chiffres que je fais aujourd'hui, c'est 20% du potentiel de la boîte. Donc, c'est pour ça que je dois être extrêmement froide, tu vois, sur l'argent que j'ai sur mon compte, l'argent que génère la boîte. Il faut garder, en fait, la tête froide parce que finalement, je suis pas arrivée. Et ça, tu vois, donc là, jusqu'à maintenant, il faut garder son calme. Et donc, tu vois, tu parles de, ok, c'est bon, j'ai fait mes propres recettes, j'ai machin, enfin... à ce moment-là, tu crées quand même un produit qui va sur les cheveux, etc. Si tu mets le mauvais produit, il peut y avoir des problèmes avec les consommateurs. Comment est-ce que tu gères tout ça? Il y a des régulations. Comment tu as dû faire et comment? Parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, tu leur dis ok, vas-y, tu peux lancer un business en ligne, t'as pas besoin de créer tes propres produits, etc. Et même ça leur fait peur. Tout fait peur. Comment toi tu fais pour te dire, attends, mais je vais faire un produit moi-même, chez moi, etc. pour passer un peu cette appréhension que beaucoup de gens ont au début, quoi. En fait, au début, la première chose, c'est que t'as rien à perdre. C'était quoi? J'allais perdre mon 13e mois, 1 500 euros, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est de l'argent que je suis pas censée avoir, les 7 500, donc je les remets au pot, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai remis au pot parce que cet argent-là, entre guillemets, il était pas censé être là. Tu vois, c'était censé être que du plus, tu vois. Donc déjà, j'avais ce recul par rapport à l'argent en me disant que tant que je n'ai pas fait, par exemple, 500 000 euros, on remet au pot, tu vois. Il y a eu cette façon-là de gérer l'argent. Et puis de l'autre côté, oui, il y a des réglementations. Et le but, en fait, c'était de s'auto-former. Donc j'ai fait des certifications sur les BPF, bonnes pratiques de formulation. Tes produits, lorsque tu veux les mettre en vente, que tu veux que tout soit carré, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent du jour au lendemain et puis mettent un truc dans un pot, ils mettent une étiquette, ils pensent que ça y est. Non. Il y a un toxicologue, en fait, qui doit se porter garant et faire ce qu'on appelle un DIP, dossier d'information produit. Dedans, en fait, tu as l'intégralité de la formule, l'intégralité des ingrédients, d'accord, et les tests à J+, pour la stabilité et la microbio, tu vois. Une fois que tout était carré, c'est là où j'ai mis les produits en vente, tu vois. Mais j'ai tout de suite posé la question à une association qui s'appelait Cosmed. Comment on fait pour mettre un produit sur le marché ? En toute légalité. Et eux, ils m'ont donné les steps. Et ensuite, j'ai follow les steps, tu vois. Si tu veux faire un truc carré, tu fais un truc carré. Si tu veux faire un truc à l'arrache, tu fais un truc à l'arrache, tu vois. Donc, je prenais pas trop de risques à créer des produits. Pourquoi, au début? Parce qu'en fait, les produits sont à 97% minimum naturels. Donc, en fait, tu vas pas, tes cheveux vont pas tomber parce que tu as mis de l'huile d'argan sur tes cheveux, tu vois ce que je veux dire? Contrairement à un produit hyper industriel de l'époque, avec des pH, de la soude, des trucs qui vont vraiment modifier un petit peu le cheveu. Moi, j'ai pris des bases de recettes naturelles. Et après, il y a eu un step d'après. C'est-à-dire qu'au début, c'était des beurres, des huiles, des choses comme ça. Et ensuite, il y a eu le step où je suis vraiment rentrée dans la chimie fine. C'est celui où tu introduis, entre guillemets, de l'eau dans tes produits, donc tu fais des émulsions.
Et là, tu as besoin de stabilité, de tests en étuve, etc., etc., tu vois. Mais il y a eu 2 steps. Le step vraiment où c'était des produits un peu basiques et celui où je me suis dit, attends, maintenant, je vais faire tout ce qu'on achète au supermarché, je vais faire sa version en version naturelle. Ok. Et à ce moment-là, donc, tes clients de base, c'est les personnes qui ont les cheveux un peu plus crépus, pas voilà, classiques. C'est quoi, du coup, que tu changes dans ta formule qui permet d'être plus adapté et qui vraiment permet d'obtenir ces des bons résultats. Ouais. Mais en fait, si tu veux, mes produits, bon, quand tu compares un produit au supermarché, tu vois un shampoing à 3, 4, 5 euros. Moi, mes shampoings d'entrée de jeu, c'est 15 euros. Ok. Après, la différence, c'est ce que je dis, c'est que quand tu achètes un shampoing au beurre de karité d'un grand, tu vois, de quelqu'un qui a le monopole là actuellement, et que dedans, il y a moins de 2% de karité, alors que moi, en fait, en 2e position, en 3e position, ce qui veut dire qu'il y a au moins minimum 25 ou 50% de la matière active, tu vois le résultat dès la première utilisation, en fait. Et comme les clientes voyaient le résultat dès la première utilisation, elles en parlaient autour d'elles, donc le bouche à oreille, et en plus, elles restent fidèles et elles réachètent. Donc, pendant jusqu'à 2020, donc de 2009 à 2020, j'ai fait aucun paid et aucune communication, aucune campagne de com. Ma première campagne de com, elle était en 2020, en sortant du Covid. Ah. Et bah, du coup, tu fais croître ton business à ce moment-là. Et c'est quoi les grands déclics que tu vas avoir au fur et à mesure de la croissance de ton business qui vont te permettre à chaque fois d'aller à des niveaux supérieurs? L'industrialisation du process en 2016. Donc ça, déjà, en fait, j'avais demandé conseil à quelqu'un qui s'appelle Lisa Price, c'est une Américaine qui a la marque Carole Daughter, qui a été rachetée par L'Oréal aux États-Unis. Et elle fabriquait à la main, elle aussi, au début. Et elle m'a dit, le jour où tu fais toujours la même formule, ça n'a plus aucun intérêt. C'est celle-là que tu dois industrialiser. Et donc, j'ai commencé à industrialiser mes best-sellers, tu vois. Et là, j'ai vu, mais attends, je fais la formule, eux, ils fabriquent, on me livre l'équivalent de 10 fois de ce que je fabrique à la main. Le temps que je gagne chaque jour, c'est du temps pour prospecter, faire mon site internet, aménager ma boutique et communiquer avec les clients, tu vois. Donc, j'ai industrialisé le process. Et là, tu vois et en fait, c'est simple, tu vois le gap. Tu passes de 750 000 euros à presque 1 million, donc la première année où tu industrialises. Et ensuite, quand tu mets un directeur commercial, tu passes donc de 950 à, en 2019, 1,8. Tu vois, il y a un switch. Premier scale. Là, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? 2020 arrive. Là, tu commences à avoir une stratégie de marketing d'influence sur Instagram. Et donc, je constitue l'équivalent d'une petite équipe de 20 micro-influenceuses. Et ces filles-là, je leur dis, bah voilà, moi je démarre comme vous, la marque, enfin voilà, en échange de produits et de codes de réduction, est-ce que vous pouvez parler de la marque? Et donc en fait, les filles, elles démarrent, elles ont entre 5 et 10 000 followers seulement. Et donc en fait, c'est des vrais conseils, c'est des vrais... les nanas sont vraiment satisfaites du produit, tu vois. Donc en fait, elles en parlent spontanément. Et en fait, c'est comme ça en fait que la micro-influence en fait s'est installée. Et tout le monde te dit, mais... on parle de vous partout, on entend parler de vous. Mais en fait, je faisais pas de com. C'était uniquement la micro-influence qui a fonctionné. Et là, cette année-là, c'est là où tu fais de 1,8 à 5,5 millions. Tu te dis, OK. Et donc, à un moment, en fait, au début, tu dis à tes distributeurs, je vous apporte des femmes que vous n'avez pas. Et donc, au début, tu vends les 10 000 followers sur Instagram comme si c'était le Graal. Ensuite, tu passes le stade des 50. Et là, tu dis, ouais, mais c'est 50 000 clients potentiels. Tu sais, les gens, ils font pas le... Et là, aujourd'hui, on a 330 000 followers, je crois. Tu vois. Et donc, en fait, c'est la construction et la force de la communauté qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la marque, elle a poussé les portes des distributeurs. Il y avait d'un côté le site internet et ensuite les distributeurs. Et comment tu as fait justement pour convaincre ces distributeurs de mettre en vente ton produit? Parce que je pense que tu as plein d'entrepreneurs qui font des produits qui doivent être commercialisés en supermarché, etc. Et ça ne doit pas être facile, ce process. Comment tu as réussi à faire ça? En fait, déjà, il a fallu identifier la cible. C'est-à-dire, où est-ce que mes clientes vont et où est-ce qu'elles aimeraient trouver les produits. Et donc, nous, on leur avait posé la question. Et malheureusement, entre guillemets, ce petit sondage, il avait dit 30% en pharmacie, 30% en GMS et 30% en magasins spécialisés. Donc, on s'est regardé, on a dit bon... Et donc, en fait, on est allé prospecter justement et on est allé dire aux gens, bah, écoutez, aujourd'hui, vous avez des clientes. Quand vous rentrez en magasin, elles ressortent sans acheter parce que vous n'avez pas le produit adapté. Faites le test et vous allez voir. Donc, au début, certains nous mettaient dans le rayon ethnique.
Ça décollait pas. On leur dit, mais on vous a pas demandé de nous mettre en ethnique, on vous a demandé de nous mettre en naturel. Et dès qu'ils nous mettaient en naturel, ils voyaient les ventes, elles explosaient. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui, il n'y a plus de rayons ethniques. Il y a des rayons naturels, il y a des rayons cheveux texturés, mais il n'y a plus de rayons ethniques. Parce que une blanche à cheveux bouclés et rousses, elle va pas aller au rayon ethnique. Une blonde, elle va aller au rayon naturel. Une fille qui a des cheveux frisés blonds, elle va aller au rayon naturel. Elle n'ira jamais penser à se dire que ah bah non, moi je vais aller au rayon afro, c'est pas possible. Ouais. Et les gens m'ont reproché, oui, mais t'as dilué l'esprit de la marque, etc. C'est simple. Il y a eu un moment où je me suis posé la question. Pour pouvoir réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir une marque mainstream. Ça veut dire qu'il faut s'adresser au plus grand nombre. Donc, les produits sont les mêmes, les formules sont les mêmes, les packagings ont changé, ils sont plus colorés, etc. Ils sont plus adaptés, entre guillemets, à la distribution. Mais la communication a été ouverte à d'autres profils. Et c'est malheureusement triste, mais c'est à partir du moment où des personnes caucasiennes ont commencé à acheter la marque que la marque elle a explosé. Parce que c'est plus simple pour un distributeur de se dire « Ah mais attends, c'est pour toutes mes clientes », de se dire « C'est juste pour une clientèle afro », parce qu'ils se disent « Ouais, la clientèle afro, elle mettra jamais 15 € dans un shampoing ». Ce qui est faux. On dépense 6 fois plus qu'une cliente caucasienne. C'est-à-dire que le panier moyen, en fait, il est aux alentours de plus de 100 €, alors qu'elles doivent être à 30 € pour les caucasiennes, tu vois. On dépense beaucoup plus pour la peau, pour les cheveux. Et ça, même ça, il ne l'avait pas capté. En fait, il a fallu faire une éducation de tous les distributeurs. Il a fallu éduquer la GMS, il a fallu éduquer les pharmaciens. Par exemple, là, Secret Loli, c'est la marque numéro 1 en cheveux texturés en France. C'est la marque numéro 1, tout produit confondu, chez Monoprix. On est devant des grosses marques comme Kerastase, etc., etc. C'est quasiment... Personne ne l'a vu venir. Même moi, j'ai beau croire en moi. Hein, je sais que c'est par rapport à mon livre. J'ai beau croire en moi, mais... À chaque fois que j'ouvre les stats, je crie. Des fois, on m'entend crier dans mon bureau. Les gens, ils sont choqués. Ouais, t'es toujours aussi... Mais attends, tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire ou pas? Si tu prends pas de plaisir et si t'es pas surprise et t'es blasé, c'est mort, tu vois. Et donc, c'est ce qui nous pousse à aller à chaque fois plus loin, tu vois. Là, on vise le travel retail, on vise les Émirats Arabes Unis, on vise d'autres pays, tu vois. On va vraiment passer à l'international. Parce qu'on veut reproduire ce qu'on a fait en France, mais dans d'autres pays. Mais en vrai, quand je dis la profondeur de marché et la croissance des 16 boîtes, elle est quasiment illimitée. Je ne dis pas que je vais en faire une licorne, mais la valo au milliard, ouais, j'aimerais bien l'avoir. Et du coup, là, ta plus grosse année, c'était combien de chiffre d'affaires? Alors, c'était chaque année, c'est les plus grosses années. L'année dernière, c'était 25 millions. 25 millions de CA, ouais. Ok. Et ça fait quoi, du coup, de faire 25 millions de CA quand tu te rappelles les moments difficiles que tu as passés dans ton enfance et toutes les galères que tu as dû traverser? C'est dur, tu vois, parce que j'ai pas envie de dire c'est rien, parce qu'en fait, mes objectifs, ils sont extrêmement ambitieux. Et en fait, c'est les autres qui me disent que j'ai réalisé quelque chose. En fait, ma boîte, aujourd'hui, j'ai 42 personnes. Ça m'impressionne plus que le chiffre d'affaires. Là, j'ai démarré toute seule. Quand on faisait 1,8 million, on n'était que 7. Quand je faisais 17 millions, on était 17. Tu vois? En termes de renta, par employé, c'est pas mal. Employé, tu vois. C'est plus ça qui m'impressionne que les 25 millions, tu vois. Parce que c'est step by step, mais qu'aujourd'hui, c'est un développement en France. Bon, c'est vrai qu'il y a des marques mondiales qui font ça, hein, tu me diras. Mais demain, si tu pars aux US, 25 millions, mais c'est une goutte d'eau, tu vois. On parlerait de 200 millions, tu vois. Et donc, c'est ça que j'ai encore du mal à réaliser, que c'est beaucoup, tu vois. Voilà. Les avoir sur le compte, c'est différent. Là, tu vois, ça m'a fait bizarre, tu vois. Ouais, parce que du coup, t'as vendu certaines parts de ta boîte ou t'as fait un événement de liquidité. Ouais, j'ai fait un LBO minoritaire. Donc, il y a des bitches sur Internet qui vont dire la marque est le plus black owned. Ils y connaissent vraiment rien à la finance. Donc, je suis toujours PDG de ma boîte. J'ai pris une CEO il y a 2 ans pour m'aider justement encore à scaler et à pousser la boîte au max. Et donc, avec ce LBO minoritaire, effectivement, j'ai fait un cash-in et un cash-out. Ensuite, j'ai fait un dividende recap. Toute la place financière en a parlé en 2023. Ça veut dire quoi, dividende recap, pour ceux qui... Un dividende recap, c'est quand tu relues tes actions
ou que tu remplaces et que tu injectes de la dette en fait bancaire et en face tu peux prendre, enfin tu fais un cash out en fait, un mini cash out en face. Donc tu réintroduis de l'argent de la banque et tu récupères du cash. Et donc ça c'est, tu vois, la dernière qui avait fait ça c'était Jot, la marque Jot qui font les doudounes là, tu vois. Donc c'est des marques ultra rentables et ultra bankable qui peuvent faire un dividende récap parce que ça c'est de la haute finance, tu vois. C'est pas parce que tu as levé, c'est pas parce que tu as fait un LBO que tu es apte pour les banques à faire un dividende récap. Ça, c'était quelque chose que j'ai appris aussi. C'est pour ça que je dis l'éducation financière, les gens ne se rendent pas compte de tous les leviers possibles, en fait. Et que, en fait, c'est pas illimité l'argent, mais il y a des solutions à plein de choses quand même. Tu vois. Et comment tu as fait, du coup, pour développer cette éducation financière? Je pose beaucoup de questions naïves. Pour de vrai. Quand j'ai fait mon LBO, je n'étais pas partie pour faire un LBO. J'ai posé une question en disant « Comment on lève des fonds ?» Parce qu'au bout de 13 ans, moi, j'avais lâché l'affaire. Et j'avais juste retenu que quelqu'un m'avait dit « On lève des fonds quand on n'a pas besoin d'argent. » Donc, j'avais du cash sur le compte comme une imbécile jusqu'au plafond. Et donc, l'argent n'était pas placé, tu vois. Donc, j'ai dit « Mais comment on lève des fonds ?» Parce que là, j'ai assez de cash, je pense. Donc, peut-être que c'est le moment. Et je me rappelle, j'ai rencontré Samuel de My Jolly Candle à un dîner et il m'a dit moi à ta place j'aurais vendu la boîte et j'aurais pris le golden ticket, je me serais barré. Je le regarde comme ça en disant mais t'es sérieux toi? Sauf que pendant 2 jours j'ai pas dormi. Pendant 2 jours, tu sais, je me réveille la nuit, il y a un truc, tu vois. Donc du coup je passe un coup de fil à une copine et je lui dis comment on lève des fonds? Elle me dit bouge pas, je vais te présenter une avocate, elle fait que ça. Et là elle me regarde, elle me dit tu fais combien de CA? Tu fais combien des bits? Alors, je lui dis, et elle me dit, ah, t'es sûr? Je lui dis, bah, tu sais, j'envoie un message, bah oui. Tu sais, en plus, je regarde les comptes tous les jours parce que j'ai des réflexes de pauvre, tu vois. Je dis, bah ouais, tu vois. Elle me dit, ah ouais, je vais te présenter des banquiers alors. Ouais, effectivement, il y a quelque chose à faire, tu vois. Donc, je vais te présenter des banquiers et puis ils vont te dire. Et donc, c'est là où t'es pas sur un banquier classique, t'es sur une banque d'affaires. Et là, c'est pas du tout le même discours. Si tu vas voir ta banque, alors là, si j'étais allée la voir, ils auraient été heureux, hein. Mais ça m'aurait pas rapporté autant, tu vois. Et donc, je rencontre 2 banquiers d'affaires et donc je choisis une banque d'affaires qui s'appelle Scalen. C'est 2 jeunes, ils ont la trentaine. Ils sortent de chez Rothschild et eux, ils ont l'habitude de faire des grosses valos, des grosses OP. Et au début, ils me croient pas. Donc, ils me disent, c'est qui le numéro tu peux nous donner le nom du DG, s'il te plaît? On va les vérifier. C'est lui qui fait les chiffres, c'est ça? Je dis, bah oui. Et en fait, les gars, ils se disent, attends, c'est vrai ce qu'elle nous a dit. Ah, quand même, tu vois. Et en fait, ils se rendaient pas compte que dans le consumer, il y avait des marges qui pouvaient être aussi importantes. Et donc, du coup, on nous regarde et on nous dit, écoutez, la levée, ça va pas être possible parce que vous avez du cash. Vous êtes bénéficiaire, la boîte, elle tourne. Donc, en fait, un truc qui peut être sympa, par contre, c'est le LBO. C'est de faire rentrer un fonds, de vendre des actions, et puis d'injecter, et puis de dérouler, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2022. J'ai vendu une part minoritaire de mon capital. Donc, je suis toujours à la tête de la boîte. J'ai fait un cash-in, j'ai fait un cash-out. Et je continue à dérouler avec un fonds d'investissement qui m'aide justement à gérer... je voulais de l'aide pour la structuration. Parce que quand tu as commencé tout seul, tu sais plus où embaucher, comment senioriser, tu sais pas quelle est la priorité, tu vois. Et c'est là où moi, j'ai pu voir qu'en fonction des canaux, t'as un directeur général, c'est bien, mais il peut pas tout faire. Un directeur commercial, il peut pas tout faire. Faut que t'aies un mec à la pharma, un mec qui soit, tu vois, parce que j'ai la particularité d'être sur 4 canaux. T'as le chef du e-commerce, le chef de la pharma, le chef de la GMS et le chef des distributeurs spécialisés, tu vois. Donc, c'est global, il faut senioriser. Pareil sur les RS. Après, tu renforces tes fonctions principales, en fait. Tu vois, au marketing, il y a le marketing. Après, il y a le marketing d'influence. Après, t'as la RP, la presse, la vidéaste. Enfin, tu vois, tu commences à construire une équipe. Et ça, en fait, j'avais besoin d'aide là-dessus. Pour me dire, où est-ce que je mets mes premières billes, en fait? Tu vois, qu'est-ce qui est le plus important dans la boîte? Le DAF ou la fonction support marketing, tu vois. Donc, et là, depuis 2 ans, c'est ce que je fais. Et là, on a finalisé l'équipe, tu vois. Et donc, là, on a 42 personnes. Et moi, j'ai structuré et capé pour faire 100 millions. Tu vois, j'ai pris les gens qui sont capés pour nous emmener aux 100 millions. Après, on en discutera, tu vois. Mais il faut aller chercher de la seniorité.
Ouais. Et sur une marque qui n'est pas une marque qui appartient à un groupe, les gens, ils n'ont pas spécialement envie de venir travailler chez toi. Ils se disent que tu es peut-être juste une comète, tu vois. Mais en vrai de vrai, j'ai été surprise parce que j'ai réussi à embarquer des gens qui avaient des expériences incroyables. Là, ma CEO, c'est l'ancienne qui est de chez Coty, qui gérait les marques des Kardashians. C'est elle qui a fait Skins et c'est elle qui a fait Kylie Cosmetics. Ah ouais. Ouais. C'est là, elle, la CEO de la boîte maintenant. Et comment tu fais pour convaincre du coup ce genre de talent? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Moi, je le vois, plus je rencontre un entrepreneur avancé dans sa carrière, plus l'importance des gens est grande pour lui. Je l'ai vu en 2019. En 2019, j'ai failli perdre ma boîte parce que mon équipe, en fait, n'avait pas une mindset pour aller plus haut. En fait, ils pensaient qu'on était déjà arrivé, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours ce mindset où je me dis, mais on n'est pas arrivé, en fait. On a tout à construire. Parce que ça y est, tu as 10 000 followers sur Insta, tu vas faire peut-être 1 million cette année, ça y est, on est bien, tu vois. On bosse, mais... Alors qu'en fait, le potentiel, c'était 200%. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que juste quelques personnes peuvent te bousiller une boîte, non pas par méchanceté, hein, tu vois, juste parce que vous n'êtes pas alignés. Votre vision, elle n'est pas alignée et que vous n'avez pas compris où est-ce que vous allez ensemble... et ben en fait, tu fais hyper attention au recrutement. Franchement, c'est pour ça que l'équipe a mis du temps à grandir 7, 17, parce que tu sais qu'un mauvais recrutement peut te buter une boîte. Et donc, quand il a fallu que j'aille chercher des gens beaucoup plus capés, tu vois, des cadres supérieurs, des seniors, des gens qui ont 45 ans, 50 ans, tu vois, alors que mon équipe a été hyper junior, en fait, déjà, je suis allée avec les chiffres. Donc, les chiffres, ils se disent, OK, bon, tu vois, ça, tout de suite, ça assoit une certaine position. Et quand tu leur dis où est-ce que tu veux, la vision que tu veux et ce que tu veux faire, et que tu leur dis tout simplement, je veux que tu m'aides à réaliser, en fait, c'est des gens qui sont contents, finalement, de remettre les mains dans le cambouis. Parce que quand tu fais partie d'un grand groupe, c'est tellement politisé, c'est tellement politique, que tu peux plus aller à droite, tu peux plus aller à gauche, tu maintiens juste les choses, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai créé un mouvement, je disrupte un marché, et j'évangélise un marché, tu vois. C'est beaucoup plus excitant que d'aller dans une boîte, entre guillemets, où il y a un conseil d'administration, où, tu sais, les décisions à mettre des... Tu vois. Quand je me lève un matin et je dis, on va réserver un avion privé, on va mettre 180 influenceurs, on va partir en plein désert dans le Maroc pour faire les 15 ans de la boîte, tu vois, c'est pas du tout le même genre de choses. Plus fun, ouais. Tu vois. Ouais, c'est clair. Il faut qu'on s'amuse. Ouais. Tant qu'on s'amuse, voilà. Le jour où je me ferai chier dans ma propre boîte, je peux te dire que je donne les clés directes à la première personne qui arrive. Je te le dis, hein. Il n'y a pas de... Si je ne m'épanouis plus, je donne les clés. Et c'est là où il faut lâcher, hein, d'ailleurs. Il y a des gens, tu sais, ils gardent, où ils se disent, ouais, je vais banquer encore, la boîte, elle va prendre dans le valo, je vais faire un tour d'après. Combien de boîtes, ces 3 dernières années, n'ont pas saisi les opportunités au moment où elles se présentent? Là, ils sont tous morts de faim parce que plus personne n'arrive à lever, hein. Ouais. Non, c'est vrai, c'est... Dans les dîners, tu te rends compte que... Il y en a, ils ont perdu des deals. C'est compliqué. Tu sais, sur la ligne. Ouais, moi, c'est simple, quand j'ai fait mon LBO, du coup, je suis allée dans une autre banque, machin, etc. Et ils m'ont dit, c'est simple, vous êtes le dernier deal sympa. Vous êtes le dernier deal. Vous êtes passé, les portes se sont fermées derrière vous, les taux sont remontés. Ouais. Donc, il m'a dit, vous êtes au maximum du cash. Quand les taux... Donc, en fait, maintenant, c'est à vous de jouer sur vos invests. C'est à vous de jouer sur là où vous voulez aller. Vous avez le cash au max au moment où plus personne n'en a. Ouais. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, tu vois. Tu as parlé du fait que tu avais réussi à sortir de la liquidité. Tu es maintenant jury sur Qui veut être mon associé aussi. Tu as investi et tu viens de mentionner que c'est une super période pour investir. Si tu peux nous parler un petit peu plus des investissements que tu réalises et quelles opportunités tu vois aujourd'hui dans les investissements. En fait, j'ai différents types d'investissements. Donc, quand tu fais un cash-out, tu peux faire ce qu'on appelle du 150 OBTR. C'est un allègement fiscal. Tu investis dans des boîtes et en fait, l'argent, il dort et après, tu peux le récupérer 3 à 5 ans plus tard. Des fois, tu le récupères. Des fois, tu le récupères avec une plus-value. Des fois, tu le récupères jamais, tu vois. Donc, moi, j'ai décidé de mettre une partie de ma nouvelle fortune pour essayer d'investir dans des boîtes. Les boîtes doivent me parler. Déjà... je me rends compte que tu peux avoir un produit de merde. Si tu as un excellent mec qui exécute parfaitement, il ira loin. Il ira parfois plus loin qu'un mec qui a un produit archi fini et qui ne sait pas où est-ce qu'il peut aller. Donc, il y a 2 écoles, en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est mettre des billes à droite et à gauche. Donc, j'ai fait effectivement de l'investissement immobilier.
Donc voilà, j'ai fait des opérations immobilières, mais ça, c'est de côté. Ça, c'est pour sécuriser, entre guillemets, ton patrimoine. De l'autre côté, j'ai investi sur différents types de startups. Les femmes ont tendance à moins lever. Donc là, j'ai investi sur Jeanne Le Payet, qui fait dans l'IA et donc dans la French Tech quelque chose qui s'appelle Be-Ink. C'est un logiciel qui te permet de dessiner une idée et de la modéliser en fait directement grâce à l'intelligence artificielle. À l'époque, elle demandait, il me semble, 250 000 €. Et moi, je lui ai donné le double sans changer en fait le pourcentage. Donc j'ai doublé sa valo. Parce que pour moi, je ne veux pas voler quelqu'un. Tu vois, si ta valeur c'est ça, j'essaie d'acheter au juste prix. Tu vois, il y a des gens ils surévaluent leur boîte, mais les femmes ont tendance à sous-estimer leur boîte. Donc des fois, j'essaie de rééquilibrer un petit peu les choses côté entrepreneuriat féminin, soit en les mettant en lumière, soit en achetant les parts des boîtes au bon prix. Tout ce qui est plus masculin, les gars, ils maîtrisent mieux les chiffres, tu vois. Parfois, ils surévaluent beaucoup leur boîte. Et le storytelling bullshit, moi, c'est un truc qui marche pas. Tu vois. Non, parce que si t'écoutes, tout le monde a commencé dans une cuisine et tout le monde a commencé dans un garage, moi la première. Tu vois. On a tous commencé de zéro, entre guillemets. D'accord. Ouais. Donc, moi, tu peux pas m'avoir avec ça, me sortir les larmes, j'ai été malade, j'ai essayé. Non. Ce qui m'intéresse, je suis désolée, je suis rude. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire de Mike Tyson. Qui déprimait, tu sais, après avoir gagné des centaines de millions, etc. Il a eu une phase où il prenait beaucoup de drogue, il déprimait. Et la première fois où il arrive en cure de désintox, il raconte tous les problèmes qu'il a dans sa vie, etc. Il dit « Ma vie, elle est horrible, vous comprenez pas, je dois prendre ces drogues, sans ça, c'est trop dur. » Et là, il y a tout le monde autour de lui qui le regarde. Et un par un, ils commencent à raconter leur histoire et ils ont vécu un truc de ouf, bien pire que lui. Ouais. Et donc... en fait, je pense que c'est un petit peu ça. Mais toi, t'as vécu une vie difficile, donc quand quelqu'un essaie de jouer sur les sentiments, c'est là, non mais attends, tu sais pas ce que j'ai vécu. Et même moi, je mets de l'eau dans mon vin parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose. Voilà, pire. Donc ça, il faut mettre ça de côté. Le business, c'est le business, d'accord. Ta force, ta persévérance, ton mindset, ça, il t'appartient à toi, il appartient à l'entrepreneur que j'ai en face. Donc si je vois que j'ai quelqu'un qui veut abattre les murs en se disant, bah non, je vais y arriver. Déjà, même s'il y a beaucoup de choses à corriger, c'est pas grave. Tu vois, parce que si tu veux t'améliorer et tu veux aller quelque part et tu as une belle vision et tu fantasmes pas et en fait tu as les pieds sur terre, moi je vais vouloir t'accompagner. Donc j'ai investi sur des boîtes un peu plus sensibles et ou tu vois, pour aider dans le handicap, tu vois. J'ai investi sur des boîtes, par exemple, une marque qui s'appelle l'Artisan du Sublime, qui fait des prothèses capillaires pour les personnes qui sont atteintes de cancer ou d'alopécie, tu vois. Donc en fait, en fonction de ma sensibilité, pour l'instant, je me permets d'aller sur des endroits, voilà. Et puis après, je suis allée sur des trucs extrêmement bankable, comme My Variation, My Luby, qui est une marque de produits intimes. My Variation, c'est des brosses à dents électriques, ils cartonnent sur Amazon. J'ai investi aussi dans des fonds d'investissement, tu vois. Donc, j'ai mis de l'argent dans différents fonds d'investissement. Tu reçois en fait les deals, tu valides ou pas, et puis le comité est valide. Et puis ensuite, on fait les deals ou pas. Et donc, du coup, mon portefeuille, en fait, il est soit en direct, soit via les deals d'invest. Et puis peut-être qu'à terme, d'ici quelques années, je pense que je vais monter plutôt mon propre fonds d'investissement. Je pense que c'est là où il faut aller. Ok. Donc, t'as principalement... La valeur, elle est chez les entrepreneurs. Ouais. Donc, tu as l'immobilier, tu as ces investissements un peu en mode angel investing. Exactement. Tu fais d'autres choses ou c'est principalement ça? En invest? Ouais, en invest, oui. Okay. J'ai investi dans à peu près 25 boîtes, donc ça commence à faire. Le truc, c'est que il y en a certains qui se débrouillent tout seuls, il y en a d'autres, c'est beaucoup de mentoring. Tu vois. Donc, ce que je fais, c'est qu'il y a qui va être mon associé, où souvent, ils ont besoin de mentoring en plus. Et puis, il y a mon deal flow qui passe sur le côté ou autre. J'ai investi dans une boîte dont je ne peux pas donner le nom, qui cartonne, qui a été valorisée plus de 250 millions. Et là, ils ont explosé de 30% leur chiffre d'affaires et leur prévisionnel, tu vois. Donc, il y a des bons coups qui m'attendent. Voilà, il faut... Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas devenir ce genre d'investisseur extrêmement froid. Mais les gens, depuis que je suis passée dans l'émission, ils me prennent pour le Messie, ou ils me prennent pour la Banque de France, ou Mère Teresa. Cet oseille, je l'ai gagné. Ouais. J'ai mis 15 ans à le gagner, tu vois. Donc, je ne vais pas le donner, en fait. Je vais pas... C'est pas, tu as un projet, tu as une idée. Et il y a un truc aussi qui en ce moment me surprend, c'est-à-dire que les gens ne payent pas le conseil.
Les gens, ils vont te prendre à une porte, ils vont te demander un conseil gratos. Tu peux avoir une idée, je peux avoir un avis? C'est quoi le conseil que tu me donnerais pour... Les gens, allez consulter. Équipez-vous de personnes, payez l'expérience de quelqu'un, mais cette personne-là va vous faire gagner des années. Mais payez les gens, en fait. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas payer. Tu vois, ils payent pas les meilleurs avocats, ils payent pas les meilleurs banquiers, ils payent pas, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas chercher du consulting et de l'expérience, donc eux, ils stagnent. Alors qu'un mec qui se dit, bah non, en fait, j'ai vraiment un besoin d'accompagnement là, il faut investir en soi et il faut continuer à investir sur sa boîte. Même quand tu commences à faire du chiffre d'affaires, il faut continuer à le faire. Ça, le conseil gratos, faut arrêter, en fait. Et ça, je pense que c'est très français. Parce que quand tu vas aux États-Unis, il y a des mentors qui prennent 30K tu vois, pour une session de mentoring, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Chris Choi. Moi, quand je l'ai suivi, il démarrait, il a fait son mentoring à 7K par mois. Là, je crois que c'est 50K. Il prend 50K pour un mentoring, tu vois. Et il en a genre 10, 15, il fait du Airbnb, tu vois. Et le gars, il banque et il fait partie du top 100, tu vois, aujourd'hui. Ouais, c'est fou. Enfin, les personnes n'ont pas tendance à voir le fait de payer pour de l'information comme un investissement ou un coût comme un autre que tu aurais dans ta boîte. Parce qu'ils se disent qu'ils vont sur Internet, tu vois. Sauf qu'en vrai de vrai, la fiscalité, il ne faut pas jouer avec. Les contrats, faut pas jouer avec, tu vois. Et tu gagnes du temps et de l'argent, en fait. Sur le moment, c'est un invest. Mais en vrai de vrai, tu dois mettre toutes les chances de côté de ta boîte. Et c'est là où moi, je suis allée chercher des board members. Je suis allée chercher des gens qui avaient des expériences extrêmement poussées, pointues, sur tous les domaines où je voulais évoluer. Par exemple, j'ai un mec qui s'appelle Joël Palix, qui est l'ancien CEO de Fil Unique, qui a été racheté par Sephora, et donc qui est spécialiste en e-commerce. J'ai Yves Martin, qui a redressé le Club Med. J'ai Hugues Vigvoet, ancien PDG d'Arco Pharma. Tous ces membres-là sont partis à mon board pour m'apporter leur expérience. Donc oui, tu les payes, mais aujourd'hui, quand je te dis, je te dis, je suis numéro 1 en pharmacie, dans le capillaire en texturé, numéro 4 sur les marques classiques. Tu vois, j'ai gagné en 2 ans. Grâce à tous les conseils qu'ils ont pu t'apporter. Investissez, prenez des board members, les contacts aussi. Et puis le carnet d'adresse. Ouais. C'est-à-dire que tu as un truc, bon bah attends, j'appelle, tu passes un coup de fil, j'appelle, tu vois. Et ça m'a sauvé de plans, tu peux même pas t'imaginer. Je me suis fait enfler de 350 000 € sur une entreprise de com qui devait faire ma plateforme de marque. Et en fait, je me suis fait enfler et les gars, ils ont disparu, tu vois. Ah ouais. Ouais. On les a retrouvés, ils nous ont remboursés. Pourquoi? Parce qu'en fait, un de mes board members a regardé leur cabis, il a vu qu'ils connaissaient un tel qui était à leur board et les a appelés. Et il leur a dit, hey, faut rendre l'argent de ma cliente, là. C'est fou. Même encore aujourd'hui, avec l'argent que je fais, l'expérience que je fais, j'ai encore des risques. Et j'ai même beaucoup plus de risques parce que finalement, j'ai une cible dans le dos. Tu vois. Donc maintenant, établir des liens de confiance avec les gens. Pourquoi tu as une cible dans le dos? Parce qu'en France, tu fais de l'argent, tu as l'air sympathique, tu t'habilles en rose. Donc il y a écrit pigeon, alors que quand ils vont lire le livre, ils vont voir je viens de la Hesse, ils vont voir ce que j'ai fait, ils vont voir, tu vois, et là ils vont se dire attends, merde, on va peut-être se calmer, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire un statement en posant les bases de l'histoire pour que les gens ils comprennent, mais attends, on va se calmer, tu vois. Je suis pas le Messie, je suis pas super gentille, je suis pas méchante, mais calmons-nous, tu vois. Voilà, il y a pas écrit pigeon. Ouais. Quand tu fais de l'argent, tu deviens un pigeon potentiel. C'est clair. Je suis content de t'avoir ici aujourd'hui parce que il y a 1 an, j'étais en boîte de nuit et je ressens quelqu'un qui tape sur mon épaule. C'était pas moi. Non, c'était pas toi. Non, parce que je me dis, attends, c'était pas moi. Et du coup, il y a une fille qui est à côté et elle commence à me parler, elle dit qu'elle regarde mes vidéos, mais je sens dans sa voix qu'elle est un petit peu tendue. Et elle me regarde et tout, et je sens qu'elle hésite à dire quelque chose. Et au bout d'un moment, je continue à parler un peu avec, et quand elle se sent plus à l'aise, elle me regarde, elle fait « Ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais ce qui est trop dommage, c'est que tu pousses pas assez l'entrepreneuriat pour les femmes. Tu pousses pas l'entrepreneuriat pour les femmes. En plus, t'es noire, elle était noire aussi. Tu parles jamais des difficultés que nous, on a en tant qu'Africains et qu'on a en tant que femmes, et tu t'adresses pas aux femmes. » Et
je la regarde et d'un côté, ça me touche parce que j'ai envie justement Elle voit que t'es porteur et que tu peux aider. Ouais. J'ai envie d'aider, j'ai envie de montrer. Et je pense que c'est un peu mon message, que peu importe d'où tu pars, qui t'es, etc., tu peux réussir et que, en fait, faut continuer. C'est pas facile, ça va être dur. Ça sera plus dur, c'est sûr. Mais il y a des possibilités. Et en fait, naïvement, je me disais, juste en fait, en parlant, en donnant des conseils, moi, je donne pas des conseils pour les mecs. Je donne pas des conseils pour les blancs, je donne des conseils pour tout le monde. Et en fait, moi, je me dis, l'entrepreneuriat, en fait, si tu fais un produit qui fonctionne, etc., peu importe qui t'es, tu peux y aller. Et du coup, j'aimerais savoir, toi, justement, le fait que tu sois une femme, que tu sois de couleur, quel conseil t'as envie de donner aux personnes qui ont des difficultés par rapport à ces aspects-là? Et comment toi, t'as traversé justement ces difficultés? Déjà, pour être entrepreneur, il faut avoir un ego. Parce que on peut te rouler dessus facilement et il faut savoir mettre des limites. Donc, en tant que femme et noire, il y a des gens qui ont franchi les limites, tu vois. Je me rappelle quand mon directeur commercial, il est allé, il y a quelqu'un qui le connaissait depuis 10 ans, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans cette boîte de noir ? Tu fais la crise de la cinquantaine ?» Il est rentré, il était blanc comme un linge. Il m'a dit, j'ai dit « Welcome into my world ». J'ai dit « Bah voilà ». Donc, moi, j'ai joué avec les cartes du système, d'accord ? Quand je voyais que c'était difficile, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait un rôle avec mon ancien directeur général qui s'appelle Franck, c'était bon flic, mauvais flic. Donc, il préparait le terrain en tant qu'homme blanc cinquantenaire, d'accord ? Et moi, je signais à la fin, tu vois ? Donc, il avait dit, c'est la championne du monde, les produits, c'est les meilleurs du monde, la femme, elle a mais il l'écoute parce qu'il est blanc. Tu vois ? Donc, il me préparait le terrain. Aujourd'hui, les chiffres parlent, ma personnalité parle, donc j'ai plus besoin de faire ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est le jeu. Quand tu arrives dans une partie, tu joues avec les règles, d'accord ? Et ensuite, tu les changes, tu vois, une fois que tu es dedans. Mais tant que tu n'es pas assis, tu vois, autour de la table des gens importants, tu peux pas changer le système. Il faut le pénétrer pour le faire changer. Est-ce que tu galères plus parce que tu es une femme ? Oui. Franchement, je connais beaucoup d'entrepreneuses, elles ont des superbes boîtes, elles sont mal valorisées, elles sont sous-estimées. Moi, il m'est déjà arrivé, un jour, j'allais recevoir un prix, et puis il y a le photographe, il est là, je parlais avec mon DG, et puis il prend mon DG en photo, clac, 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 puis il s'en va. Mon DG, il vient, il dit, viens ici. Il dit, oui, je prends des photos, photographe officiel de la soirée. Il me dit, mais c'est ma patronne qu'il faut prendre en photo, en fait. Ouais. Moi, je suis personne. Et quand le photographe, il a vu que c'est moi qui ai gagné le prix on stage, il était blanc comme un linge. Parce qu'il n'aurait pas pris de photo de la meuf qui a remporté le prix. Tu vois. Tu seras toujours sous-estimé. Je suis toujours la seule noire de la pièce. Moi, avec mon banquier, qui est blond aux yeux bleus, je lui dis, on va à une soirée, tu verras, je serai la seule noire. Sauf, hormis les serveurs. Combien de fois ça m'arrive, en plus, on vit à Paris, hein, tu vois, ça m'arrive tout le temps. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il faut avoir le déclic. Le déclic, c'est... En fait, j'emmerde les gens, je suis là. Et en fait, c'est ma place, ma valeur, et c'est mon travail qui m'emmène là. C'est pas parce que j'ai écarté les cuisses, c'est pas parce que, tu vois... Parce qu'au début, il y a un moment, il y a eu ça. Il y avait des petites influenceuses qui... Sur Internet, tu vois dans les commentaires, « Non, mais son mari, il est blanc. » Hein ? C'est lui qui fait des shampoings, c'est lui qui vend des shampoings, c'est lui qui fait la com, c'est lui qui fait les... Non, tu vois ? Ça n'a rien à voir. Mais on va toujours t'enlever, en fait, la valeur de ton travail via ce genre de choses, tu vois. Non, mais elle a réussi parce que son banquier, il est blanc, parce que son DG, il est blanc, parce que son mari, il est blanc, elle a des enfants métis. Tu sais, comme si ça te... Tu vois, alors que, comme tu dis, je fais 25 millions. Donc, à partir du moment où les femmes vont comprendre que ce qui compte, c'est uniquement la valeur qu'elles ont d'elles-mêmes, qu'à partir du moment où elles se disent qu'elles peuvent réaliser des choses, peu importe leur sexe, peu importe leur couleur, oui, je dis pas que ce sera plus facile, ce sera bien plus dur. D'ailleurs, on nous éduque, nous, femmes noires, à devoir travailler 2 fois plus pour avoir le même résultat. Ça fait partie de nos éducations parce qu'on sait qu'on va devoir se battre. Mais en vrai, le travail paye. On me demande souvent, est-ce que tu investis dans des boîtes de personnes noires ? Si le produit est bien, oui. Si tu fais de la merde, mon frère, je vais pas investir sur toi. Hein. Ça me... Voilà. Est-ce que tu investis plus sur des boîtes de femmes ? Non. J'investis sur des boîtes qui rapportent de l'argent, qui ont un bon projet et un bon porteur de projet.
Moi, je suis pas là pour rééquilibrer la balance, entre guillemets. Tu vois, c'est pas mon rôle. Mon rôle, aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens qui bossent, les gens qui veulent changer les choses et de les aider à passer l'étape supérieure. Si je commence à faire de la discrimination positive, un jour, on va me reprocher à moi, mais toi, tu as réussi parce que c'était de la discrimination positive. Donc, c'est un cercle qui est un peu vicieux. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, en tant que personnes noires qui ayons réussi, on nous met une charge mentale supplémentaire. Donc, dans cette boîte, tu as connu la charge mentale de la personne racisée qui a réussi. Être la personne qui a le plus de thunes de tous ses potes, tu sais que c'est une charge mentale. Tu sais que tu peux pas partir en vacances avec eux. Tu sais que c'est toi qui vas devoir payer. Tu sais que si tu veux partager des moments avec eux, tu es devenu, entre guillemets, la vache à lait. Mais ils le font même pas intentionnellement. Mais sinon, il y a un gap qui se crée, tu perds tes potes. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai perdu tellement d'amis. Parce que j'ai passé un gap et qu'au début, on disait, mais attends, elle a pété un câble. Enfin, tu vois, elle a changé. Non, c'est pas l'argent qui te change. L'argent, c'est juste, c'est un miroir grossissant, tu vois. Et la charge mentale qu'on nous met sur les épaules en tant que personne noire qui ayant réussi, elle est extrêmement importante. Et il y a un truc que Rihanna a dit, c'est, je suis pas là pour être un rôle modèle, en fait. Moi, le seul rôle modèle que je suis, c'est pour mes 2 gosses. Tu vois, je veux que plus tard, me regarder dans la glace ou quand ils vont penser à leur mère, ils n'aient pas honte de leur mère, qu'ils soient, tu vois. Je suis pas le rôle modèle des femmes noires en France. Je veux bien être le rôle modèle des femmes, tout court. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris la direction d'un réseau, en fait, une association d'incubateurs qui s'appelle Les Premières. C'est 13 incubateurs en France et en région. C'est 1300 projets par an qui sont incubés et c'est l'équivalent de 1500 femmes. Tu vois, ça, je veux bien faire ça pendant 2, 3 ans, 4 ans, tu vois. Et pour essayer de donner le pied à l'étrier, je pense que c'est ma façon de give back. Mais aller dans les combats pour vous, là, moi, je suis entrepreneuse, j'ai pas mon avis sur tout. Et toi aussi, t'as pas ton avis sur tout. Tu peux essayer de rééquilibrer les choses, d'accord, un petit peu, si t'as envie de le faire. Il faut que t'aies l'occasion aussi, tu vois. Et comme tu disais aussi, tu donnes des conseils pour tout le monde. Bah moi, mes produits, à la fin, je voulais qu'ils soient pour toutes les personnes à cheveux non lisses, tu vois. Et c'est ça qui fait que on a du succès. C'est parce qu'on essaye de parler à tout le monde et on essaie d'arrêter de mettre les gens dans des cases et de les diviser, tu vois. Moi, je trouve que tu fais un bon boulot sur l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est difficile de trouver des femmes aussi pour échanger. C'est pour ça que j'étais super motivée pour faire le podcast aujourd'hui. Parce que je me suis dit, c'est aussi l'occasion pour toi de mettre en lumière un profil féminin et pas juste de l'entre-soi et de l'entre-couille. Parce que, clairement, les femmes, elles t'adorent. Mais comme t'as que des invités hommes, elles se sentent exclues. Ouais. Tu vois ? Mais c'est aussi à elles de prendre le pouvoir et dire, en fait, moi, je veux le faire, ton podcast. Je veux discuter avec toi, tu vois ? Je veux mettre... tu vois, je veux échanger et donner mon avis sur des sujets avec toi. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que il faut arrêter d'attendre que les gens fassent pour vous. Si elle n'était pas contente, elle t'envoyait un message et elle te donnait 3 profils en te disant « Vas-y, fais ça. Ouais. » Tu vois On ne peut pas te reprocher de ne pas faire. C'est ce que j'ai fait pour qu'il veuille être mon associé. Je disais, pourquoi il n'y a que des femmes caucasiennes, quasiment cinquantenaires et quasiment toutes héritières, mis à part Catherine Barba, tu vois ? Et ben j'ai dit, c'est pas grave, je vais y aller, je vais prendre le siège. Tu vois ? Moi, j'ai envie de montrer quelque chose d'autre. Donc, j'ai écrit à la production, j'ai fait... Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux faire changer les choses, fais-le par toi-même. Arrête de demander aux autres de le faire. Ouais, 100%. Et moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit que l'inverse du racisme, c'est pas de se dire je vais favoriser les noirs, mais c'est de traiter exactement un noir comme tu traiterais un blanc. L'inverse du racisme, c'est de plus voir les couleurs, c'est de considérer la couleur de peau comme la couleur des yeux. Quand nous on nous dit ça, enfin quand nous disons ça, on nous dit qu'on est hypocrite. Enfin quand un blanc dit je vois pas les couleurs, on lui dit toi là t'es donc on peut pas vraiment. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans le sens où moi je traite les gens de façon équitable. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un chapitre du livre où je dis toutes les personnes qui m'ont poignardé étaient des personnes qui étaient issues de la diversité dans mon travail. D'accord ? Toutes les personnes qui ont essayé de m'entuber, c'était des gens de ma communauté. Donc, ça a marché jusqu'à 2019. Donc,
Voilà, on est de la même communauté, kakaki, kakaka, j'ai eu les mêmes difficultés, j'ai une histoire d'enfance. J'embauchais, machin. Maintenant, ça marche plus. C'est qu'est-ce que tu m'apportes? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Il y a que ça qui m'intéresse. Je reçois des dizaines et des dizaines de CV. On m'a reproché, oui, sur Internet, il y avait une photo de mon ancienne équipe, il y avait 17 personnes, et sur les 17, il y avait quelques métis, il y avait une... Moi, on me l'a fait avec mes potes à chaque fois, genre, t'as pas beaucoup de potes. Je pense pas à ça, je vais pas choisir un pote parce qu'il est noir. Genre, j'ai des potes renois, j'ai des potes qui sont pas renois, mais au final, c'est est-ce que je m'entends avec? Voilà. Et de la même manière, tu vois, un interview, moi, je suis ultra content de t'avoir, mais je vais pas non plus prendre une entrepreneur qui vient à peine de débuter sa boîte et qui n'aura pas forcément beaucoup de valeur à apporter juste parce que c'est une femme. Bien sûr. Mais si j'ai une femme qui a un parcours intéressant comme le tien, bah, je suis genre 1000 fois, je suis à fond. Donc, en fait, c'est ça que j'ai envie de montrer. C'est genre, si et je suis ultra ouvert à ça. Il faut que si ce soit j'ai la des femmes qu'on est pas... méritocratie. Exact. Bien sûr. Et oui, bien sûr, la diversité, il faut aussi la prendre en compte. Ou d'avoir justement une femme, bah, ça permet, moi aussi, tu vois, même égoïstement, ça me permet d'avoir un public différent, etc. Donc c'est super intéressant d'avoir une femme. Mais je vais pas forcer le truc. Il faut pas parce forcer. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font. Il y en a, c'est ce qu'ils font. Et après, ça fait un effet pervers. Bien sûr. Si tu vois, moi, en tant qu'entrepreneur, si j'avais pu lever des fonds parce que tu avais une boîte qui investit que pour les Noirs, etc., bah derrière, ok, oui, je lève mes fonds, mais derrière, on me le dira toujours. Lui, il a levé des fonds parce qu'il est noir. Exactement. J'ai pas envie de ça. Et moi non plus, j'ai pas envie de ça. Là, on me dit, ouais, est-ce que tu fais un fonds d'investissement? Est-ce que ce sera un fonds d'investissement pour les Noirs? Non, c'est un fonds d'investissement pour les porteurs de projets qui ont... Tu vois ce que je veux dire? Et vu que toi, tu as ce parcours, etc., ben, tu verras, tu vas en tout cas pas avoir d'a priori négatif sur... C'est ça. Donc, si le porteur, il est noir et il a un super projet, welcome, et je serai encore plus heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, ce qu'on dit, là, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment pas... tu vois ce que je veux dire, hein? C'est pas conforme, mais on s'en fiche, tu vois. Mais la discrimination positive a ses avantages, d'accord? Parce qu'on est dans un pays, effectivement, où recruter sur le plus basique des postes, c'est difficile pour les gens d'intégrer, d'accord? Par contre, à partir du moment où tu es entrepreneur et que c'est la force de ton produit et de ta valeur, là, le quantifiable, c'est ça, en fait. Tu vois? Je fréquente beaucoup de femmes entrepreneuses. J'adore fréquenter des femmes entrepreneuses. Les discussions, j'ai été dans les deux pièces, moi. Des fois, je suis la seule femme dans une pièce d'hommes. Des fois, je suis avec mes pairs. Les discussions ne sont pas du tout les mêmes. Quand tu vas être autour d'une table avec des mecs, ils vont être là, ouais, t'as fait combien d'ébits, tu fais combien si, et puis voilà, ton LBO, il était à combien. Les femmes, c'est comment tu fais pour tout gérer. C'est avec ton mec? Il arrive à te soulever ou tu étais morte parce qu'on est en novembre et qu'on a... Tu vois ce que je veux dire? Les discussions ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Tu vois? C'est est-ce que tu arrives à gérer tes enfants? Est-ce que tes enfants, il y a un impact? Tu vois? T'entends les mecs, eux, ils parlent de cash. Les femmes, elles essaient de parler d'équilibre. Tu vois? Et j'aime beaucoup faire les deux parce que d'un côté, en fait, je suis très masculine dans mon approche et c'est pas plus mal. Et de l'autre côté, en fait, ça me permet d'avoir un équilibre en me disant, je suis mère de famille et d'ailleurs, je ne vends pas la perfection. Tu vois, je dis que c'est dur de trouver un équilibre. Je dis que c'est dur de gérer 2 enfants, entre guillemets, en bas âge. Je dis que c'est dur de gérer un conjoint et un mari, tu vois. Et ça, avec la mode d'Internet et de l'Instagram parfait, les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et c'est pour ça que les gens, ils m'apprécient. Parce que ce que tu vois là, c'est ce que tu vois dans la vie, tu vois. Tu peux pas dire aux gens, tu peux tout avoir. Il n'y a pas de sacrifice. Si tu travailles dur, tu peux tout avoir. Non, il va y avoir de la casse. Moi, mes gosses, aujourd'hui, ils me disent, tiens, t'es plus là cette année. Merci, Marley. 7 ans. Tu travailles moins? Non, mais... Ah, tu gères mieux. Le gamin, il a 7 ans, tu vois. Qu'est-ce que ça va être à 14, tu vois? C'est... Les femmes entrepreneuses, c'est vrai que les mecs peuvent se concentrer sur leur business. Les femmes entrepreneuses, elles doivent gérer leur maison et leur business. C'est pour ça qu'on les voit moins. Elles n'ont pas le temps d'être derrière un podcast, derrière un micro et faire tous les podcasts de la Terre. Elles doivent gérer leur business et leur famille. Et ça, c'est un jeu d'équilibriste. Mais c'est pour ça qu'elles ont des meilleurs résultats sur le long terme. C'est pour ça qu'elles ont des PME qui tournent, tu vois, et qu'il y a moins de crash. Parce que si tu regardes, les hommes plantent plus de boîtes que les femmes.
Moi, mon but, c'est qu'il y ait plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est plus dur peut-être à gérer, mais c'est un moyen de trouver son équilibre et de son indépendance. Tu restes pas avec un homme parce que t'as pas le choix. Tu vois, tu fais ton argent, t'as ton indépendance. Tu fais ton argent, t'as plus de poids dans ton ménage sur les décisions, en fait, de ta vie et de la vie de tes enfants, tu vois. Donc, je pousse les femmes vers l'entrepreneuriat parce que moi, en tout cas, ça a été un moyen de prendre ma vie en main. Que tu sois blanche ou que tu sois noire, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais par contre, quand tu y arrives, le prix à payer, enfin, t'as payé, mais alors le bénéfice, en fait, il est incroyable. Ton enfant, il est malade, tu peux rester à la maison. T'es pas en train de demander à ton patron, est-ce que je peux avoir une journée? Tu passes pour un mauvais employé ou genre ton enfant, c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Tu fais ta vie, tu gères ton agenda, tu gères ta famille. Et ça, c'est le prix. Ça n'a pas de prix. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est cool parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui, tu vois, comme toi, qui montrent l'exemple, de filles qui se mettent à l'entrepreneuriat, qui osent, etc. Et je pense que, en fait, faut réaliser qu'il y a pas de limite. Non, certes, ça va être plus dur, mais si t'es vraiment déter, bah, t'as beau être noir, t'as beau être une femme, t'as beau être machin, il y a des solutions, il y a des trucs, ça va être plus dur, mais tu peux le faire, en fait. Et je pense qu'il y a trop de gens qui pensent que parce qu'ils ont ces désavantages, ils peuvent pas le faire, et en fait, ils s'auto-disqualifient, ils s'auto-limitent. En fait, les gens s'auto-limitent. Ouais. Et en fait, les prisons mentales dans lesquelles on nous a éduqués fait que, et d'ailleurs, est-ce que c'est volontaire? Sûrement, tu vois. C'est chacun reste à sa place, tu vois. Et donc, en fait, quand tu vas à l'école et que tu dis, ouais, je vais être millionnaire, on te regarde et on rigole. Aujourd'hui, un peu moins, tu vois. Mais à l'époque, quand on te disait, ouais, je veux monter ma boîte, on rigolait. Monter sa boîte, je dis même pas être riche, tu vois. Ouais. Ou, non, mais celle-là, elle a une autre opinion d'elle-même, tu vois. Non! Et en fait, il faut le dire et il faut verbaliser les choses. En fait, les femmes verbalisent moins. Et les entrepreneurs ont peur de verbaliser. J'ai peur qu'on me vole mon idée. Ouais. Alors qu'en vrai, quand tu balances ton idée, elle revient plus tard et elle a évolué et elle est meilleure. Tu vois, tu peux peaufiner ton projet en parlant. Tu vois, si tu as peur que quelqu'un te vole ton idée, change d'amis. Parce que c'est qu'il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Change de cercle, tu vois. Ouais. Donc, les gens verbalisent pas et du coup, ils se restreignent. Moi, à partir du moment où j'ai verbalisé, j'ai commencé à me dire, attends, tu l'as dit, il faut le faire. Tu vois la nuance? Et du coup, t'es obligé de tu vois. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, pour le LBO, je l'ai fait. Il y a plein de choses, mais mes potes, elles me disent, on est dans la merde. Kelly, elle a dit. Donc, elle va le faire. Donc, tenez-vous prête, tu vois. J'ai dit pour qui va être mon associé. Ouais. J'ai regardé, j'étais en train de regarder la télé, et j'ai dit, je veux faire ça. Et elles m'ont dit, on est dans la merde. Kelly, elle l'a dit. 1 an plus tard, j'étais dans le siège. Ouais. Tu vois. Quand tu dis les choses, ça te permet aussi, toi, de mettre en face ton cerveau. Tu vois, quand tu te dis, je veux être entrepreneur, je veux me lancer, c'est quand tu le dis, pas juste tu le gardes pour toi, et en fait, tu mets ton cerveau dans un esprit d'action. Et les gens, en fait, ils ont tendance à oublier ça, tu vois. Quand tu dis les choses, ça veut dire déjà que tu mets les premières billes pour réaliser les choses et exécuter les choses. Donc, il faut le dire, je veux lancer mon site de e-commerce, je veux lancer mes formations, je veux voyager. Tu sais, il y a plein de gens, en fait, dès que tu le dis, t'es déjà en train de tromper ton cerveau. Et donc là, tu te mets dans un mode qui est différent. La prison mentale, c'est celle qu'on se met et c'est la plus difficile. Ouais. Pas de limite. C'est clair, pas de limite. Le pouvoir de croire en soi. Oui. Franchement, j'ai même pas fait exprès. C'est ça. Et du coup, comment tu parlais un peu de ton organisation avec ta famille, etc. C'est quoi ta routine? Alors, moi, je suis très mal organisée. Je rêve d'une seconde assistante. Je suis très mal organisée, mais en fait, c'est parce que j'ai tiré des leçons. C'est-à-dire qu'au début, j'ai essayé d'être organisée. Tu mets 7 rendez-vous dans la journée. Puis, il suffit qu'il y ait un caillou dans le rouage. Et tu passes 1 pour une non-professionnelle. Et 2, tu cours et tu vis en fait sous stress. Tu vis sous cortisol, tu vois. Donc, en fait, maintenant, je mets 2 spots dans ma journée. Je les respecte.
Donc 2 obligations, 2 rendez-vous. Là, tu vois, je vais enchaîner sur un déjeuner d'affaires avec un de mes nouvelles invests qui va être mon associé. Il y avait toi aujourd'hui. Et après, le reste, c'est en fonction de ce qui arrive. Je gère en fonction de ce qui arrive. Parce que finalement, quand tu es entrepreneur, tu éteins des feux. Tu vois. Donc autant je vais pouvoir me mettre peut-être à travailler 2h30 sur un concept qu'on a pour 2025, autant je vais peut-être devoir gérer 14 emails sur 14 sujets différents. Ma routine, c'est quoi? J'ai besoin de sommeil. En fait, t'es mauvais si tu dors pas. C'est aussi simple que ça, c'est basique. Donc moi, je dors 8 heures par jour. J'essaye de dormir 8 heures par jour. Peu importe, hein, si je me couche à 2 heures du matin, je vais dormir 7 heures. C'est mort. Voilà. Sinon, c'est tout le monde qui va se manger la vague. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas râler sur ton assistante, dire non à quelqu'un alors que peut-être que t'aurais dit oui, etc. Tu vois, j'ai vu l'impact du sommeil. Et puis ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que en fonction, soit je passe ma journée en extérieur, et donc là, je vais enchaîner, soit je passe ma journée au bureau et de A à Z. Parce que quand j'essaie d'être présente que 2 heures, tu peux pas bosser parce que tu as 42 personnes, entre guillemets, qui vont venir taper à ta porte pour dire « Ah, pendant que tu es là !» Et en fait, tu peux pas bosser. Donc, j'y vais des journées complètes et sinon, je n'existe pas. J'ai une CEO en place, c'est fait pour ça. Elle est faite pour éteindre les feux, elle est faite pour prendre les décisions, elle est rentrée en fait dans ma tête, elle m'a observée et elle sait qu'est-ce que Kelly aurait dit. Des fois, elle me sort des plans d'action. Je me dis « Mais je t'en ai pas encore parlé. » Si, on va faire ça. Comme ça te convient? Il faut que tu aies un bras droit qui, si demain tu te fais percuter par une voiture et tu passes 3 mois dans le coma, que la boîte elle tourne. Et c'est là où je me suis sécurisée avec un CEO, parce que je me suis rendu compte que si mes fils, il leur arrive quelque chose, tu vois, et que je suis concentrée sur eux, ma boîte, elle pouvait couler. Tu vois? S'il y a un truc extérieur qui t'arrive, un drame, et des drames, il en arrive tout le temps, je voulais que ma boîte puisse, elle, vivre sa vie, que mes employés, tu vois, les 42 soient payés, qu'il n'y ait plus qu'à dérouler, tu vois. Et donc, c'est le gap que j'ai fait, et c'est là où j'ai vu que j'ai changé en tant qu'entrepreneuse. Je suis devenue chef d'entreprise, fondeur, PDG, tout ce que tu veux, mais je suis plus CEO. Tu vois, le CEO, c'est quelqu'un qui est dans l'opérationnel pour de vrai. Donc, la routine, c'est ça. C'est je vis sur WhatsApp. Et j'ai établi des règles simples, c'est-à-dire que j'ai 45 jours de vacances avec mes enfants l'été et la moitié des vacances scolaires. Okay. Maintenant qu'on fait de l'argent, que la boîte, elle tourne, je ne veux plus... J'ai sacrifié pendant des années du temps avec mes enfants et je veux du temps de qualité uniquement, donc du temps de vacances. Et donc, la règle, c'est ça. Donc, il n'y aura personne qui va me déranger à Noël, il n'y aura personne qui va me déranger au mois de juillet ou au mois d'août. T'as gagné des dizaines de millions, investi des millions, t'es à la télé, t'as fait plein de trucs. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont au début de leur parcours, ce serait quoi les conseils que t'as envie de leur donner? Faites un plan. Moi, j'ai toujours dit, tu fais un plan de tout ce que tu aimerais faire. D'accord? Déjà, le fait de le voir écrit, ça te permet de te dire, OK, ma vie, ça devrait être ça. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Quelles sont les actions que je mets en place pour arriver à avoir tout ça? Donc, moi, j'ai une sorte de to-do list. Et dedans, il y avait un livre. Dedans, il y avait qui va être mon associé qui s'était rajouté comme ça. C'était rentrer chez Sephora, rentrer chez Monoprix, vivre dans un château, avoir une résidence secondaire. Tu sais, des trucs basiques, tu vois ce que je veux dire? Avoir une gouvernante et un chef, mais ça, je les ai toujours pas. Mais c'est très difficile de trouver du service. Ah bah, tu sais, j'ai trouvé ma chef, j'ai testé 20 chefs différents. Voilà. Non, c'est très difficile. Et j'ai dû trouver un nouveau chef parce que mon ancien chef m'a arnaqué de 5 000 €. Non mais... Tu vois, c'est très difficile de trouver du service. Sauf que j'ai aucune plus-value à faire la cuisine, aucune plus-value à faire, tu vois. Et donc, c'est ça que j'essaie de me dégager pour avoir, entre guillemets, une vie où je profite vraiment des miens et je suis vraiment, tu vois. Donc, j'ai fait des listes comme ça. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour réaliser, en fait, la vie de rêve que je rêve? Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu leur demandes, c'est quoi ton objectif? Ils n'ont pas de réponse. Ils te demandent comment t'as fait, toi. Mais mon rêve n'est pas le tien.
Je reçois des DM qui me disent comment t'as fait, quels sont tes conseils. Mais mon rêve, moi, il y a des gens, leur rêve, c'est d'avoir une résidence secondaire, d'avoir une vie de famille équilibrée. Moi, mon rêve, c'était, tu vois ce que je veux dire, de faire le tour du monde avec mes enfants quand je veux et d'avoir une maison dans chaque continent. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas avoir le même plan pour des rêves différents. Donc, il faut mettre sa liste de ce qu'on veut. Moi, il y a des trucs qui sont complètement farfelus sur ma liste. T'es pas prêt? Moi, je veux une rue à mon nom. Et je lâcherai pas l'affaire. En fait, quand je meurs, je veux une rue à mon nom. Les gens, ils se disent, mais elle est malade. Ouais, mais pour ça, il faut réaliser des grandes choses. Donc, je vais réaliser des belles choses, tu vois. J'avais... Ouais, c'est que des choses comme ça. Donc, faire cette liste, mettre en place en face les actions, est-ce que tu as d'autres points qui sont importants pour ceux qui débutent? Donc ça, c'est vraiment la base par rapport à ta vision. Parce que c'est ce que je dis. Les gens, tu leur demandes, c'est quoi ta vision? Je vais être riche. Comment? Ça veut dire quoi, être riche? Pour certains, c'est ce que je dis. C'est avoir une maison et une résidence secondaire. Pour d'autres, c'est brasser et peser, tu vois, Anto, par exemple. Lui, ce qu'il veut, c'est être milliardaire. Ouais. Les gens, ils disent, il a le boulard. Oui, il a un peu le boulard, c'est sûr. Cependant, c'est un objectif qui s'est mis et qui cherche à réaliser. Et moi, je préfère les gens qui ont des objectifs et qui cherchent à les réaliser que des gens qui disent juste des choses en l'air et qui font rien derrière, tu vois. Donc, ça, c'est important. Par contre, ensuite, savoir bien s'entourer. Ça, c'est vraiment... ça a l'air tellement basico comme conseil, mais en vrai de vrai, il faut avoir une garde rapprochée. Parce que t'es pas à l'abri de réussir, t'es pas à l'abri de percer, et c'est là où les problèmes commencent. Tu vois. Quand t'es petit et que t'es sous-estimé, que les gens ils savent pas combien tu brasses, c'est la petite. Moi j'étais juste la petite boulette, tu vois ce que je veux dire? Elle est sympa, tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle fait des shampoings. Elle fait des shampoings. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens ils me disent ça marche ton truc? Et ça marche, mais j'ai entendu ça jusqu'à 2022. Ça marche ce que tu fais? Ça se vend bien? Parce que les femmes ont tendance déjà à être sous-estimées, tu vois. En plus, à un moment, j'étais dans une réunion hyper privée avec que des personnes afro qui voulaient que je leur transmette des choses. Moi, je les ai regardées, je leur dis, je fais partie, pas des 1%. Je fais pas partie des 0,1. Aujourd'hui, je fais partie des 0,01%. Je leur dis, maintenant, tape sur Google. Et là, ils te regardent tous et ils disent, waouh. Donc, moi, je t'appelle là, et en fait, tu pèses ça. Tu sais, c'est le truc network, là. Ça a un nom, là. Les U... Tu regarderas sur Internet, en fait, c'est en fonction de ton net worth. En dessous de... Ultra high net worth individuel. Et ça, ils savaient... Tu vois. Et donc, je leur dis, moi, je fais partie des 0,01%. Donc, aujourd'hui, les conseils que je vous donne, là, prenez note. Parce que, normalement, moi, je facture 5 000 € de l'heure. Tu vois. Tu restes 1 heure avec moi, ça m'a coûté 5 000 € sur mon argent, tu vois. Il faut bien se rendre compte que mon temps, c'est de l'argent et votre temps, c'est de l'argent. Et maintenant, il faut que vous fassiez augmenter votre valeur. Donc, si j'avais des conseils à donner aux gens, c'est devenez expert de votre domaine. Parce que vendre des produits, c'est bien, d'accord? Mais quand c'est toi, le produit, quand c'est toi qu'on paye, c'est encore mieux. Parce que tu peux vivre n'importe où. La valeur, c'est toi qui la portes, tu vois. Il y a les shampoings d'un côté, et aujourd'hui, il y a mon expertise de l'autre, tu vois. Donc, si demain, les shampoings se cassent la figure, entre guillemets, et c'est le cas de certains de tes invités qui ont eu des trucs et qui se sont cassés la gueule, aujourd'hui, on les paye très cher pour un coup de fil, un dîner ou autre. Et en fait, c'est exactement ça. C'est à un moment, tu exécutes ta boîte très, très bien, mais ensuite, tu fais en sorte de te dissocier de ta boîte pour devenir un expert du domaine. Parce que cette expertise-là, en fait, elle a une valeur sur le long terme pour toute ta vie. Peu importe si ton business à côté, il tourne ou plus. Tu vois. Et ça, c'est hyper important. Deviens expert de ton domaine. Pas juste une leçon d'avance. Parce qu'on en connaît plein qui disent bon, moi, j'ai fait ça a marché vite fait, et puis maintenant, je te dis comment faire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vois. Moi, j'ai mis 10 ans avant d'accepter de parler. Parce que je voulais être sûre de ce que j'ai fait. Que c'est pas juste un coup de... Tu vois. Chance. Je voulais pas que les gens disent elle a de la chance, tu vois.
Moi, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais t'as eu de la chance. » Quelle chance? T'es sérieux, toi? 10 ans, 10 piges, tu vois. J'ai accepté de parler au bout de 10 ans et j'ai accepté, entre guillemets, de facturer mon expertise à partir de 13 ans. Là, je pense que j'ai le recul nécessaire. J'ai un prisme assez grand, que ce soit en finance, en marketing, en communication et en e-commerce, pour pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et ça, maintenant, ça vaut de l'argent. Donc, les gens, ce que je leur recommande, c'est exécuter, dérouler, et ensuite devenez expert et faites-vous payer votre expertise. Très clair. On a une dernière section dans les interviews, c'est le pire et le meilleur. Donc j'ai quelques questions. Il avait préparé ces questions. Ouais. Donc tu réponds un peu du tac au tac, ce qui te vient à l'esprit. Meilleur livre? Le mien. Pire livre? J'en ai pas, je lis pas en vrai. Meilleur moment de ta carrière? Quand j'étais sur scène après mon LBO et que y avait en fait toutes les équipes juridiques, mes équipes, et en fait en haut il y avait une centaine d'influenceuses qui nous avaient accompagnés toutes ces dernières années. Et quand j'étais là sur cette scène, c'était le meilleur moment. Le moment de réalisation. C'est le moment de réalisation et c'est le moment où tous les mondes se sont connectés, toutes les pièces du puzzle qui ont aidé en fait à ce que je sois là. C'était le meilleur moment de ma carrière. Pire moment de ta carrière? En fait, j'en ai un qui... c'est difficile. Hein. Si tu veux, voilà, sauter, on saute. Non. C'est difficile parce que le pire moment, je pense que c'est quand je me suis retrouvée, on n'était que 4 dans la boîte en 2019, quand tout mon service est parti. J'ai un service qui a explosé. Donc ça a été très difficile. J'ai mis du temps à le digérer. Je le digère encore. Tu vois ce que Ton service qui est parti, ça veut dire? En fait, je me suis fritée avec une partie de mon équipe et ils sont partis. Ok. Parce qu'on n'était plus alignés, en fait. Tu vois. Ouais. Et donc là, tu te retrouves avec toi, ton DG et ton assistante. Wow. Tu vois, on va faire tourner la boîte. Ouais. Donc ça a été très difficile. Ouais, ça a été un des moments les plus difficiles. Et en fait, il y a eu un moment juste avant qui est à la fois privé et pro. C'est mon oncle qui m'a élevée en partie. Il m'a forcée à aller à un rendez-vous pro. En me disant, jeune fille, tu vas y aller, tu vas t'asseoir, tu vas écouter. Et donc, j'y suis allée. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Franck, qui était directeur des magasins MGC à l'époque. Et je voulais pas qu'il revende mes produits. Donc, j'y suis allée en mode, on m'a dit de venir, mais toi, tu vois, je vais bien te la mettre à l'envers. Et finalement, je suis sortie de là et j'ai accepté qu'il revende les produits. Et en fait, sur le chemin du retour... mon oncle qui répondait pas au téléphone et en fait il était mort et j'étais enceinte de 5 mois et j'ai trouvé son corps. Et donc si tu veux, le hasard fait que Franck ensuite a quitté cette boîte plus tard, est devenu mon directeur commercial et c'est lui qui m'a aidé à faire scaler la boîte. Donc en fait c'est vraiment c'est à la fois le pire épisode de ma vie et à la fois c'est le début de la relation que j'ai avec mon directeur général. Et pourquoi tu voulais pas qu'ils vendent tes produits, du coup? Parce que ça m'a attiré un bad buzz de ouf. Donc, en fait, les magasins MGC, c'était des magasins qui sont à Château-Rouge. Château d'Eau, Château-Rouge, qui sont des quartiers hyper populaires. Tu trouves des afro-descendants et pas que maintenant, d'accord? Sauf que les magasins, en fait, vendaient beaucoup de produits de défrisage et des produits d'éclaircissement de la peau. Et donc, c'est un quartier que j'apprécie pas. Non pas parce que ce sont des afro-descendants qui y vendent, mais parce que la qualité des produits, en fait, et ce qu'on y vend, en fait, effaçait à l'époque, parce que moi, c'était il y a 15 ans, effaçait toute ta négritude. Ouais. Tu vois, on te vend du choco, du produit de blanchiment, on te vend du défrisage, on t'appelle à la rue, les magasins, ils sont miteux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, parce que je suis afro et que j'ai besoin de produits adaptés, c'est le seul endroit où je peux aller. C'est pour ça que dans ma volonté de faire grandir Secret de Loli, c'est pour ça que je voulais Sephora, Monoprix, je voulais des trucs où... Non, en fait. Pourquoi moi, j'ai pas le droit aux petits sprays là qui sont bons, tenez le petit... Pourquoi j'ai pas le droit à ça, moi? Ouais. Et en fait, quand j'ai dit ça, il y a en 2023, ça a fait un bad buzz de ouf. Oui, je renie mes origines, elle est raciste, elle fait du colorisme, parce que c'est un quartier noir. Non! C'était un quartier à l'époque, quand je me suis lancée en 2009, je me suis frappée, je me suis battue avec des agents de sécurité. On m'a mis à la porte de ces magasins
Ouais. Parce que je faisais du militantisme en disant tiens, il y a des alternatives au défrisage et je donnais des tracts dans ces magasins-là. Tu vois. Donc moi, j'ai été militante à un moment, tu vois. Et on m'expulsait de ces magasins-là. Donc quand je suis arrivée à ce rendez-vous-là, j'ai dit mais jamais de la vie, je vais accepter que toi, là, vous là qui vendez des produits de merde, mettiez mes produits. Ouais. Sauf qu'en fait, Franck a été très intelligent. Il m'a dit le prix que vous voulez, ce que vous voulez, la com que vous voulez, les quantités que vous voulez, les délais de paiement que vous voulez. J'étais là. Il m'a eu à mon propre jeu, tu vois. Et donc, et après, voilà, et c'est devenu mon directeur commercial et mon directeur général ensuite. Le meilleur truc avec l'entrepreneuriat? Franchement, c'est hyper stimulant et surtout, tout est possible, pour de vrai. En fait, tu te poses une question et au début, tu te fantasmes en disant « Ouais, 1 million de CA, c'est le top ». Et puis ensuite, tu te rends compte que si tu exécutes bien, tu peux faire 10, tu peux faire 20, tu peux faire 50. Et en fait, c'est juste des paliers en fonction de l'investissement et du travail que tu mets et de ta stratégie. Et je pense que c'est le seul endroit où tu peux partir de zéro et que tu peux aller loin. Contrairement à une carrière où tes diplômes comptent, le niveau dans lequel tu rends compte, le service dans lequel tu rends compte, ton chef au-dessus de toi, ça compte. Et à la fin, tout ça pour avoir gagné, tu vois ce que je veux dire, à la fin de ta carrière, 3-4 plus. Ouais. En fait, il n'y a pas de plafond sur l'entrepreneuriat. Ouais. Le pire truc avec l'entrepreneuriat? Ça te prend tout. Ça te prend tout. Ça te prend ton âme, ça te prend tes pensées, ça te prend tes nuits, ça te prend du temps avec ta famille et ça te prend du temps avec tes amis. Ça te prend tout. Donc, ça peut tout te vider, tout enlever. Tu vois, il y en a, ils réussissent pas et ils ont tout perdu. Tu vois, parce que t'as plus ta famille, t'as plus ta meuf. Tu vois, tes gosses, ils te font la gueule, ils te connaissent à peine à la fin. Si tu t'échoues, par contre, tu prends cher. Ouais. Il y a un prix à payer. C'est clair. Mais quand tu es en train de siroter dans ton jet privé, tu te dis que ça valait, avec ta famille, tu te dis que ça valait peut-être la peine, tu vois. Le meilleur coup de poker que tu as fait dans ta vie? Oh, j'en ai fait tellement. Attends. C'est parce que celle-là, elle est importante. Le meilleur coup de poker que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait des coups de bluff. J'avais rendez-vous en fait avec un de mes plus gros clients qui s'appelle la boutique du coiffeur. Et il me voit, il me dit oui, on a regardé vos produits, ils sont sympas, tout et tout. Et ça, c'était en 2016. Et il me dit, on va vous référencer pour tester dans 15 magasins. C'est bon, vous pouvez fabriquer? Oui, totalement. oui, on a industrialisé. Et là, j'ai couru pour trouver une usine pour industrialiser le process. Il me dit oui, donc ça fera. Et il me sort une liste impressionnante. La première commande, elle était à je sais pas combien de milliers d'euros. J'avais jamais vu autant d'argent. Et moi, j'étais là, oui, bien sûr. Donc oui, on vous livre dans 5 semaines. Oui. Il n'y avait pas d'usine, mon frère. Que moi, mes mains et un produit industrialisé, tu vois. Ouais. J'ai dit oui, totalement. Ça, c'était le plus gros coup de poker. J'ai dit oui. Non. Quand je suis rentrée dans la voiture, j'étais blanche comme un linge. Ouais. Et le pire coup de poker, le pire risque que tu as pris, du coup, qui a peut-être pas payé? Il a payé. C'est quand j'ai fait semblant de faire une campagne. J'ai fait une campagne nationale en 2020, justement, en disant on va faire une campagne d'affichage, mais surtout une campagne télé. Et j'arrive, on fait la pub et on en fait tout un pataquès. On fait une campagne d'affichage donc dans le métro. On fait tout un pataquès, genre ouais, tout et tout, campagne nationale. Et en fait, j'avais payé que 2 spots sur TF1 à 20h. Tout le budget était passé là. Mais tout le monde se souvient de cette pub qui est passée derrière Kerastas et je sais pas quoi aux 20h. Il y avait que de l'argent que pour 2 spots. C'est smart. Meilleure défense que tu as faite dans ta vie? Franchement, acheter ma résidence principale. C'est le moment où tu te dis que tu poses ton foyer, tu poses un toit sur la tête de tes enfants. C'est... Voilà. Et la pire dépense que tu fais, tu gaspilles un peu ton argent, il faudrait que tu arrêtes ou un truc comme ça? Ou une erreur que tu as faite, que tu faisais avant? Les vols privés. Les vols privés. Là, c'est vraiment de l'argent qui part en l'air. Ça part vite. Hein. Ça part vite. Ouais. Le meilleur conseil que tu as reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est vraiment celui où elle m'a dit d'industrialiser le process. Okay. Parce que sinon, je serais restée une petite boîte artisanale qui aurait plafonné au million.
Le pire conseil que tu as reçu? Des conseils de merde, j'en ai reçu beaucoup. Entre ceux qui te disent qu'il faut investir en com et en pub payante. Ça, on ne l'a pas fait avant 13 ans. Mais le pire conseil que j'ai reçu, c'est compliqué. C'est des conseils de merde, j'en reçois tout le temps. Ouais. Il y a des gens qui veulent te donner des leçons, tu vois. Et en fait, eux-mêmes, ils savent même pas comment gérer de l'argent. Donc je dirais, ah si, ne fais pas ton LBO. T'es sûr que tu veux vendre une partie de ta boîte? Moi, je l'aurais pas fait à ta place. Meilleur investissement? Là, un invest que j'ai fait et qui sort 30% d'EBIT enfin 30% de CA en plus, qui dépasse le prévisionnel. Donc j'ai investi dans une boîte dans la santé. Et genre, tu penses faire quoi comme retour? Un très bon retour. Okay. Vraiment, vraiment. Il y a un x2 facile. Ok. Et le pire investissement que tu as fait? Le pire investissement que j'ai fait, c'est une maison de merde au Portugal, au bord d'un lac. Pendant le Covid, j'ai fait une... D'ailleurs, il y a le lac, et en fait, en face, avant, c'était... comment il s'appelle le joueur de foot, là? C'était Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et un autre aussi. Et en fait, il y a une zone qui s'appelle le Gerês, au Portugal. Ouais. Et en fait, il y a un lac. Et en fait, sur les hauteurs, il y a une maison, même avec un héliport, entre guillemets. Okay. Donc, lui, entre guillemets, je le vois. Et moi, j'ai investi de l'autre côté de la rive, tu vois. Sauf qu'en fait, il faut tout refaire. En vrai, il y a des bêtes qui mangent les bois dans la maison. Et le toit, il fuit. Ah ouais. Ils avaient super bien le truc. Et là, la dernière fois que je suis allée, on a ouvert la porte de la maison. Et là, t'as vu que... Oh, merde. Ça, c'est le pire invest que j'ai fait. Je sais pas ce que je vais en faire. Ouais, compliqué. Meilleur ingrédient pour les cheveux? Franchement, meilleur ingrédient pour les cheveux, moi, je suis sur tout ce qui est kératine et protéines. Mais pour un truc, entre guillemets, plus commun, aloe vera. Ok. Et le pire ingrédient pour les cheveux qu'il y a dans les shampoings, peut-être en supermarché, qu'il faut un peu éviter? Alors, je vais éviter de te donner un cours de chimie et de te parler de la paraffine liquide, des silicones. Mais je dirais, il faut avoir la main légère sur un autre ingrédient naturel qui est le beurre de karité. En fait, les gens, ils ont tendance à dire j'ai les cheveux secs et puis ils mettent de l'huile et des beurres dessus, alors qu'en fait, quand t'as soif, tu bois de l'eau, pas de l'huile. Donc, si t'as les cheveux secs, prends des produits hydratants, aloe vera, et des produits et moins de produits ultra lourds. Dernière question. Toutes les personnes qui ont aimé l'interview, qui ont envie d'entendre plus parler de toi, où est-ce qu'il faut les diriger? Les réseaux, ton livre? Bon, déjà, merci de m'avoir invité. Franchement, c'était super sympa. On a eu un beau fit et un bel échange. Pour tous ceux en fait qui veulent continuer l'aventure entre guillemets avec moi, ils peuvent donc directement en fait suivre ma fast life entre guillemets sans CM parce que c'est moi qui réponds et voilà. Donc Lollyspoon, LOLYSP2ON sur Instagram. Donc là, je parle un petit peu d'entrepreneuriat, je parle effectivement de vie familiale et de plein d'autres choses. Et sinon, sur LinkedIn, je dis des choses parfois intéressantes. Et donc, on peut me retrouver directement mes publications plus professionnelles là-bas. Et ton livre partout, dans toutes les librairies? Alors mon livre, effectivement, sur Amazon, Fnac.com et toutes les librairies physiques. J'espère pouvoir faire des séances de dédicaces et de lecture très bientôt. Et puis, effectivement, en précommande donc, sur Amazon et Fnac.com. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Yomi. Allez, ciao.